d'être ici à Cherbourg ce soir, ravi de vous voir aussi nombreux dans cette salle, ravi d'entendre ce que je viens d'entendre. Ils vont prendre soin de vous. Ça, c'est la chose moi, que j'ai entendue dans toutes les thématiques. C'est qu'on va faire attention à votre santé, on va faire attention à ce que vous mangez, on va faire attention au sport, à la culture. Enfin, voilà, je pense que ce qui était proposé par le travail de ce collectif, de cette coopérative, comment on peut appeler la coopérative, c'est ça, de cette coopérative est assez extraordinaire. Et moi qui fais 3-4 villes par semaine depuis quelques mois maintenant en vue de ces élections municipales, je dois dire, et c'est pas de la flagornerie quand je dis ça, vous pouvez regarder, parce que tout est filmé maintenant, diffusé, donc je l'ai pas dit ailleurs, c'est la première fois que je vois un programme aussi complet. Un programme aussi fouillé, fait avec les habitants, fait avec des concitoyennes et des concitoyens qui veulent s'engager, et je trouve ça franchement extraordinaire. Je vais encore donner quelques idées en aparté après pour qu'on aille un peu plus loin sur le dispositif, parce que je vais bénéficier de mon expérience de 18 ans comme maire d'une commune. Je ne vais pas dire qu'elle a les mêmes caractéristiques sociales qu'ici, parce que c'est un peu le luxe pour moi ici. J'entends 7 à 8% de chômage. Moi, c'est 28%. 33% des familles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Avec une région qui est un peu similaire à celle-ci, très industrialisée, avec plein de sites CDSO aussi. On a 14, nous, l'un à côté de l'autre, 6 CDSO hauts. Mais voilà, ça licencie et on n'arrive pas à recréer une dynamique en fait pour retrouver tout ça. Et c'est un peu la difficulté à laquelle j'étais confronté quand j'ai été maire, c'est que le maire il peut faire ce qu'il veut, c'est pas lui qui décide de l'implantation d'une entreprise ou pas, il peut créer les conditions. Et finalement, les entreprises, on leur déroule tellement de tapis rouges partout que c'est elles qui choisissent là où elles vont. Et on peut accompagner de temps en temps, mais c'est très rarement le cas. Donc comment on fait pour que les personnes qui sont dans cette difficulté sociale, parce qu'effectivement l'écologie, elle peut être sociale, c'est Yvonne qui disait ça je pense, ou elle n'est pas. L'écologie c'est le vivant, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est le vivant sous toutes ses formes. Et voilà, c'est respecter le vivant et faire en sorte que tout le monde puisse vivre dignement malgré la difficulté dans laquelle on est. C'est pour ça qu'on a fait, j'en reviens tout de suite, mais je vais étayer après mon propos pour élargir après sur le minimum social garanti. C'est la dernière mesure phare que j'ai pu mettre en œuvre moi avant d'aller sur mon mandat de député européen en mai dernier. C'est que j'en avais assez. Mon bureau était au-dessus de la salle d'attente du centre communal d'action sociale et j'en avais assez de voir des gens qui tous les mois étaient là parce qu'ils ne savaient pas payer leur loyer, ils ne savaient pas payer leur énergie, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient donner à manger à leurs enfants le lendemain. Ce pas des gens c'était pas des feignants, c'était pas des profiteurs du système, c'est des gens qui essayaient de trouver un emploi, mais il n'y en a pas d'emploi sur le coin, et donc ils devaient se débrouiller, et ils s'en sortaient pas avec le peu d'aide qu'ils avaient. Et donc ces gens ils sont dans une angoisse sociale permanente. On ne peut pas leur dire, il faudrait vous former peut-être à des nouveaux métiers, parce que leur préoccupation, demain, ça va être de savoir ce qu'ils vont, comment ils vont payer la facture, est-ce qu'ils vont être expulsés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va bien couper l'électricité, le gaz, l'eau, ou est-ce qu'ils vont avoir à manger, à donner à leurs enfants autre chose que des pâtes tous les jours derrière. Voilà, il y a un moment, on dit ça suffit, on attend de l'État qu'il fasse des plans de lutte contre la pauvreté, qu'il respecte ses plans de lutte contre la pauvreté, mais il ne fait jamais de plan de lutte contre la pauvreté. On distribue, comme la semaine dernière, 46 milliards aux actionnaires du CAC 40, d'accord, mais on ne donne pas quelques milliards pour lutter contre la pauvreté, il en faudrait que quelques-uns. Si on ponctionnait simplement 80% de ces 46 milliards de dividendes qu'on a versés et qu'on leur redistribuait, on n'aurait plus de problème avec les hôpitaux publics, avec les EHPAD, avec la retraite, avec tout ça. En France, c'est qu'un choix politique de tout ça. Donc comme l'État ne fait pas le choix politique de lutter contre la pauvreté, et ben, la collectivité, à un moment, c'est elle qui voit la misère. C'est les élus locaux qui ont ça en face de tout le temps, dans les rendez-vous qu'on peut avoir avec la population. Bon, on se dit, on va initier quelque chose. Comment on fait vous savez, en France, il y a le seuil de pauvreté. Comment on le calcule? On prend le salaire médian des Français. Le salaire médian, c'est voilà, 50% de la population gagne plus et 50% moins, c'est 1 750 € en France, le salaire médian. Et on prend pour calculer le seuil de pauvreté, il y en a deux. Il y a un seuil à 60% de ce salaire médian et un seuil à 50%. Celui à 60%, ça veut dire à peu près 1 040 €, et l'autre, le plus bas, 850 € par mois. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont remonté le minimum vieillesse à 850 € pour dire que c'est le seuil de pauvreté. Donc, moi j'ai des gens qui ont le RSA par exemple, 450, 460 € par mois, ils ont une petite aide à côté, des allocations ou autres diverses, donc ça leur fait peut-être 600 € par mois, et puis ils n'arrivent pas au seuil de pauvreté derrière. Donc on s'est dit, on va leur donner
un différentiel, une allocation différentielle mensuelle pour les années au seuil de pauvreté. Donc verser à cette personne-là 200 € par mois si l'ensemble de ses revenus, ça se monte à 650 €. Deuxième cas de figure, c'est justement la dame âgée qui vit seule, parce que chez moi il y a beaucoup de veuves, malheureusement, parce que c'est une région industrielle et que l'espérance de vie des hommes elle est de 5 ans inférieure à l'espérance de vie nationale. Donc j'ai beaucoup de femmes âgées qui vivent avec uniquement la pension de reversion de leur mari, parce qu'elles n'ont pas travaillé, parce qu'elles ont beaucoup d'enfants, parce que c'est un emploi industriel et qu'il n'y a pas d'emploi féminin. Donc elles vivent avec les 850 €, donc le seuil de pauvreté. Mais souvent, l'enfant est au chômage. L'enfant a 25, 30 ans, il est au chômage et il ne peut pas payer son loyer, donc il vient habiter chez sa maman. C'est la solidarité d'une famille ouvrière que vous connaissez certainement ici. Et donc quand on est à 1,5, puisque c'est comme les impôts, un deuxième adulte c'est une demi-part, quand vous êtes à 1,5 à vivre sur 850 €, vous êtes sous le seuil de pauvreté. Et là, il n'y a pas d'allocation au logement, il n'y a pas de quoi que ce soit qui arrive d'allocation familiale, parce que s'il a 25 ou 30 ans, ça rentre pas dedans. Donc on lui met le différentiel pour avoir une fois et demi 850 €, à peu près 1250 € par mois. Donc on donne ce différentiel pour que ces personnes ces deux personnes dans le foyer puissent vivre correctement. Et le troisième cas de figure auquel on est confronté, c'est le travailleur pauvre. Donc c'est pas le feignant assisté, c'est le travailleur pauvre. Le mec il bosse, il ose 1200 € par mois net. S'il est marié, qu'il a 2 enfants depuis 14 ans, ça fait 2 parts et demi, il devrait toucher 2200 € par mois pour être au-dessus du seuil de pauvreté. Il a 1200 €, il peut avoir 500 € d'allocation familiale et 500 € d'allocation logement ou 300 € d'allocation logement. Il est sous le seuil de pauvreté, bien souvent, on baisse ce différentiel pour les passer au-dessus du seuil de pauvreté. Avant de lancer ça, et c'est ce que vous allez devoir faire quand vous aurez gagné la mairie, c'est faire des études pour savoir qu'est-ce que ça va coûter, qui ça va concerner dans la ville. Moi, je savais qu'on allait toucher à peu près 17,6% des foyers de la ville, c'est important, qui vivraient sous le seuil de pauvreté de 850 € par mois. Et on se dit, c'est quoi la moyenne des revenus? Donc on fait faire des études pour savoir ce qu'ils ont en allocation familiale, ce qu'ils ont en ressources, ce qu'ils peuvent avoir à côté, ça croise des fichiers, des impôts, des allocations, de la sécu, etc. Et bien on se disait, ça allait nous coûter à peu près en année pleine entre 1 800 000 et 2 millions d'euros. Et cette année, comme on commence plus tard, on a commencé plus tard, le vote du budget, etc., on a commencé effectivement à partir du mois de mai, cette année, on allait avoir une facture à peu près d'1 300 000 €. On regarde le budget du CCRS, on donnait l'habitude, pour aider les gens à faire face à leurs factures de manière ponctuelle, on versait à peu près 800 000 € au CCRS de subvention de la ville. Donc il nous manquait 500 000 €. Et ça tombe bien, parce que depuis 3 ans, on travaillait à la refonte de l'éclairage public de la ville. Moi, j'ai toujours trouvé, depuis que je suis élu maire, je n'ai pas travaillé sur tout en même temps, qu'on éclairait beaucoup. On a tendance à suréclairer dans les villes. Je suis sensible à la biodiversité, on était capitale française de la biodiversité en 2010, et il y a une biodiversité nocturne. Donc tous ces insectes qui vivent la nuit, qui ont besoin de l'obscurité, parce que c'est leur élément, leur cadre de vie, en fait, et d'évolution. Donc on a retravaillé, et on prend le plan de la ville avec tous les points, tous les candélabres, et on avait 7000 points lumineux dans la ville. Et puis il y a des rues qu'on éclairait, il n'y a personne qui habitait. On a supprimé les poteaux d'éclairage. Et puis il y a des endroits où on mettait un poteau tous les 20 mètres. Alors, on a mis un poteau, on en a supprimé un sur 2, et on met un poteau tous les 40 mètres. Et on voit toujours aussi bien derrière. Et puis on avait des lampes, vous savez, des lampes iodure de sodium qui éclairent un peu orange, là, comme on a sur les routes. On a supprimé toutes les ampoules comme celle-là, qui consommaient 250 watts, et on les a remplacées par des LED, par des platines à LED, de 150 watts. Puis à minuit, on baisse de 50% l'intensité. À 2 h du matin, on baisse de 75% l'intensité. Ça, je l'ai pas dit aux habitants. Tout de suite. J'ai dit après. Parce que si vous dites avant, le sentiment d'insécurité va naître. Or, on leur a dit un an après, mais ça se voit pas, ça se voit pas, donc on leur a dit, ça se voit sur la facture. Ça m'a fait économiser 350 000 € à l'année. De baisser de 50%, de mettre de la lettre, de baisser de 50% et de 75%, 300 000 €. Et j'ai encore gagné 150 000 € sur la facture de l'entretien de l'éclairage public. Parce que les ampoules sautent moins, parce qu'il y a moins de surveillance à faire, parce que ça casse moins, donc on a gagné 150 000 € sur le contrat de maintenance de l'éclairage public. Voilà les 500 000 €. On a pris ces 500 000 €, on a fait le choix politique unanime au conseil municipal de l'affecter au CCRS pour mettre en place le minimum social garanti. Donc ce n'est pas une dépense supplémentaire de la ville, c'est une décision écologique de baisser l'éclairage public, de travailler à moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'on affecte à la lutte contre la pauvreté.
Et c'est ça l'écologie au quotidien. C'est ça que les élus locaux peuvent faire au quotidien dans tous les champs que vous avez cités tout à l'heure, la démocratie locale, l'écologie, et puis tous les autres, dans le pilier autre de tout à l'heure. C'est ça l'écologie, c'est transversal, c'était dit aussi, c'est systémique l'écologie. Parce que quand on commence à tirer sur quelque chose, il y a toute la pelote qui vient derrière. Donc sur une opération comme celle de l'éclairage public, où tout le monde gagne, la biodiversité gagne, l'énergie gagne, donc le climat gagne derrière, la société gagne, puisque ça ramène du pouvoir de vivre aussi à chacun des habitants. Je ne parle pas de pouvoir d'achat, l'achat est un acte qu'il faut maîtriser. Et donc je parle de pouvoir de vivre parce que ça ramène effectivement un peu d'argent dans les poches des personnes, et ça nous fixe, si on arrive tous à lutter contre le changement climatique, au moins un avenir, parce que c'est quand même angoissant la période dans laquelle on vit aujourd'hui. Voilà comment on peut travailler en étant dans une mairie, ce qu'on fait depuis 18 ans. Et depuis 18 ans, on travaille sur plein de choses, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez évoqué. Si je parle du transport gratuit, alors c'est pas la compétence de la ville, c'est l'intercommunalité, le transport. Il se trouve que j'étais vice-président de transport au dernier mandat. Et avec le président de l'Interco, quand on a été élu en 2014, on s'est rencontrés, puis tous les deux, on s'est dit on va faire la gratuité des transports. Mais c'est pas suffisant la gratuité des transports. Si vous arrivez sur un réseau que personne ne prend, parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il ne tourne pas, parce qu'il n'est pas fiable, parce qu'il n'est pas fréquent, mettre la gratuité dessus, les gens ne viendront pas. Parce que si même en plus un jour ils prennent le bus, ils mettent un quart d'heure pour aller au boulot ce jour-là, et que le lendemain, parce que le bus il est pris dans les embouteillages, il n'est pas sur 17 propre, il met 3 quarts d'heure parce qu'il y a eu un accident de circulation ou quoi que ce soit, et bien ils ne prennent plus le bus parce qu'ils ont besoin d'un bus qui soit fiable. Il y a 3 critères pour faire en sorte que les gens prennent le bus. C'est un, il faut un arrêt de bus à moins de 300 mètres de chez soi. Toutes les études aujourd'hui de mobilité le démontrent. Si vous devez faire 500 mètres ou 600 mètres pour aller chercher un arrêt de bus, il passe pas. Et puis, il ne faut pas qu'il soit, c'est pas suffisant qu'il soit à moins de 300 mètres, il faut qu'il y ait un bus qui passe fréquemment, toutes les 10 minutes, en gros. S'il passe toutes les demi-heures, les gens ne prennent pas le bus. 10 minutes, ça va en patient. Parce que si vous venez de rater, allez, c'était 10 minutes, mais si vous arrivez entre deux, vous ne savez pas, vous entendez entre 6, 7, 8 minutes, ou moins, donc vous acceptez ce temps-là. Et il faut la fiabilité du réseau, c'est le troisième critère, la fiabilité du réseau pour faire en sorte que les gens soient à un moment ponctuel. Et vous pouvez, ce qu'on a fait nous, on a fait le choix là, c'est un choix politique encore une fois. On aurait pu se dire, bah non, on va mettre une équipe de foot de haut niveau, on va faire des banquiers pour les personnes âgées, on va faire, enfin voilà, tout ce que vous pouvez voir ou entendre partout. On a décidé de pas faire ça, mais on a décidé d'affecter au transport collectif. Parce que c'est rendre aussi du pouvoir de vivre. Aujourd'hui, on est passé grosso modo de 33 000 voyageurs jour à 68 000 voyageurs jour dans le bus. Moins 56% de délinquance dans le réseau de transport, alors que tout le monde nous disait ouais, la gratuité, on ne respecte pas parce que c'est gratuit. On entend souvent ça, c'est gratuit donc on ne respecte pas. C'est pas vrai, 56% de moins d'actes de délinquance dans les bus aujourd'hui. Les chauffeurs qui étaient un peu inquiets au début nous disent aujourd'hui, maintenant les gens nous disent bonjour quand ils rentrent dans le bus, qui n'arrivaient jamais auparavant. Donc voilà, et du coup ça rend du pouvoir aussi de vivre à des habitants. Quand il y a des couples qui travaillaient à deux, qui prenaient deux voitures, il y a l'un des deux qui a vendu un véhicule. Un véhicule, c'est entre 4 500 et 5 000 euros par an, ce que ça coûte un véhicule pour l'achat, les révisions, voilà, etc. C'est grosso modo, ça vous rendez compte ce que ça peut rendre par une action publique derrière, comme pouvoir de vivre à chacun des habitants. Et la ville respire mieux, puisqu'il y a moins de congestion, il n'y a pas de congestion automobile aujourd'hui pour arriver au centre d'agglomération, les parkings sont servis. Et bien du coup, on a décidé de renaturer un certain nombre de rues qui étaient immenses, sur lesquelles il y avait des gros boulevards à l'intérieur de la ville, des places qui étaient complètement bétonnées pour faire des places de parking. La nature va réapparaître à la place de ces voiries et des parkings derrière. Ça aussi, c'est des corridors biologiques qu'on recrée dans la ville. C'est la nature qui réapparaît, c'est la lutte contre des îlots de chaleur en ville, quand on a les années comme ça, je sais qu'il faut se préparer à lutter contre les îlots de chaleur. C'est plein de choses, vous voyez, quand on travaille l'écologie, quand on va chercher une mesure sociale, une mesure qui lutte contre le changement climatique, à chaque fois, il y a un bénéfice pour les habitants derrière quand on redistribue correctement. C'est tout le problème de la crise des gilets jaunes. C'est qu'on a mis le diesel au prix de ce qui aurait toujours dû être. Moi, je défends cette taxe carbone qu'il y avait sur le diesel. Sauf que le problème, c'est que l'argent n'était pas redistribué pour permettre à ces personnes de conserver leur pouvoir de vivre derrière. C'est qu'un problème de choix politique, de qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Si tout l'argent
qui avait été collectée sur cette taxe qui avait été mise sur le diesel était redistribuée par des aides individuelles pour isoler le logement, par exemple, chez les particuliers, eh bien, il aurait fait une économie dans l'énergie dans son logement, et donc finalement il se retrouvait avec le même pouvoir d'achat à la fin du mois, puisqu'on faisait des économies d'un côté, on payait plus cher de l'autre, mais ça annulait les choses, et puis l'intérêt c'est qu'on luttait contre les gaz à effet de serre, l'émission de gaz à effet de serre derrière. Qu'est-ce que je peux prendre comme autre exemple pour illustrer ce qu'on fait? J'entendais tout à l'heure, il ne suffit pas de faire du bio dans les cantines, ce que tu disais. Oui, il ne suffit pas de faire du bio dans les cantines. On a lutté aussi, on a éliminé tous les plastiques, les perturbateurs endocriniens. Vous avez entendu parler de ça, les perturbateurs endocriniens. Bisphénol A, M. Sicolea, qui a mis en exergue le problème du bisphénol A dans les biberons des enfants. Vous vous rappelez de ça? Et donc on a éliminé le bisphénol A derrière. Un jour, il a fait une conférence à 45 dans le cadre d'une université populaire qu'on a mis en œuvre. L'université populaire, l'éducation populaire, c'est vachement important. Moi j'ai appris plein de choses par là. Et du coup on s'est engagé, on a signé une charte, la ville de Grande-Sainte, une charte d'une ville sans perturbateurs endocriniens. Et on va lutter partout dans les crèches, les garderies, les écoles. Ça ne coûte pas d'argent, c'est simplement de mettre par exemple dans les marchés publics qu'on passe de la ville, il y a toute une liste de produits qu'on ne veut pas voir dans les composants qui nous sont vendus derrière. C'est par exemple l'école dans les mobiliers scolaires, c'est des plastiques, il y a plein de composants chimiques dont on donne la liste et qu'il faut que dans les fiches techniques de tout ce qu'on achète n'apparaissent pas ces composants-là. C'est un travail au début pour faire cette liste, mais on est aidé parce que ça existe ailleurs, donc on met ça dans le marché public, mais c'est juste de contrôler. C'est pas d'argent qu'on dépense de manière supplémentaire, parce que ce qu'on achète ailleurs, c'est pas forcément plus cher que ce qu'on remplace en n'achetant pas cette perturbateurs endocriniens. Puis c'est faire des ateliers avec les habitants, c'est du participatif avec les habitants, pour leur apprendre à faire des produits, des cosmétiques, des produits d'entretien, des produits ménagers à base de produits naturels. Ça coûte rien. Nous, il y a 800 familles qui sont venues se former à faire sa lessive, parce qu'une lessive faite comme ça, elle coûte 47 centimes d'euros, au lieu de 4 euros un litre de lessive dans le commerce. Et ils gagnent parce qu'ils protègent leur santé, on gagne collectivement parce qu'ils ne rejettent pas des cochonneries dans les tuyaux, dans les stations d'épuration. Et tout le monde, enfin voilà, on est gagnant sur cette opération-là. Et comme c'est gagnant pour les habitants sur leur territoire aussi, et ben nous, la ville, on fait nos produits d'entretien aussi maintenant dans les écoles, pour nettoyer les écoles, les salles de sport. On gagne de l'argent, mais on protège aussi la santé des salariés, du personnel communal de la ville, parce qu'ils n'ont plus à manipuler de produits dangereux derrière. Là encore, c'est du bon sens, on n'invente rien, c'est que du bon sens de travailler comme ça, de s'inspirer de ce qu'on entend ailleurs, de ce qu'on voit, de ce que des spécialistes viennent nous dire à certains moments, et de regarder à chaque fois comment on peut le mettre en œuvre, comment on peut accompagner les habitants sur cette voie-là. Autre exemple qui est, c'est pareil, pas cher, et c'est important dans une ville, parce que tout ça, ça crée aussi du lien social. Vous savez, les gens qui viennent faire leurs produits ménagers ensemble, c'est du lien social qu'on doit créer dans une ville. On a mis en place une outil tech. Et j'ai fait partie de l'Institut d'économie circulaire à Paris. Et un jour, il y a Québec qui vient nous faire le résultat d'une étude qu'ils ont fait sur les clients qui venaient acheter une perceuse. Ils ont interrogé sur depuis combien de temps vous avez utilisé la perceuse que vous venez changer. Vous avez un ordre d'idée? 3 heures? 3 fois. 3 fois par an, mais le temps. Entre 9 et 13 minutes. Non, entre 9 et 13 minutes sur la durée de vie. Parce que, en fait, sur la durée de l'appartenance, pourquoi? Parce qu'en fait, faire un trou, ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous mettez une crème à rideau, vous faites 4 trous, et vous rangez la perceuse, vous remettez quelque chose là, si vous ne faites pas, votre maison fond en comble. Mais en règle générale, dans la moyenne. Si c'est 13 minutes, je me dis, mais parce qu'on n'a pas besoin en fait de posséder une perceuse, on a besoin de faire un trou. C'est là la logique qu'il faut travailler quand on travaille avec des habitants. C'est leur montrer l'absurdité de cette société dans laquelle on est, où on achète, on voit des catalogues dans nos boîtes aux lettres tout le temps avec les nouveaux outils, il faut changer de perceuse parce que celle-là, il y a une lampe qui éclaire la vis que vous allez visser ou dévisser derrière, c'est super important, mais voilà. Et c'est toute cette logique qu'il faut combattre au niveau local et montrer qu'on peut faire autrement. Donc on a acheté une perceuse et que tout le monde se partage. Et puis on a acheté un autolaveur, enfin un nettoyeur de pression, pardon, que tout le monde se partage. Et puis les gens à la fin qui disent, moi j'ai un truc chez moi, là, un réhausseur de siège, les enfants sont grands, j'en ai plus besoin, je peux vous le donner. Et bien on se partage le réhausseur de siège, et le grand-père qui reçoit ses petits-enfants un week-end tous les trimestres ou tous les 6 mois, il ne va pas acheter un réhausseur de siège, il l'emprunte le week-end dans ce lieu qu'on a fait là, ce lieu collectif,
et il va le rendre à la fin du week-end. Cette économie du partage et de la fonctionnalité, on le met en œuvre dans une ville, ça ne coûte rien. Je dis une perceuse pour une ville, c'est rien. Et il faut mettre tout le monde en ordre de bataille pour participer à ce changement de société derrière. C'est ça l'écologie. C'est aller jusqu'au bout des démarches, au bout des logiques, pour revenir à la cantine, on a éliminé tous les plastiques, dans les crèches, toutes les couches, tous les produits qui contenaient, et on a contrôlé la qualité de l'air intérieur de ce qu'on fait aujourd'hui. Elle est meilleure qu'avant, elle est encore meilleure aujourd'hui avec les produits naturels que quand on utilisait des produits qui nous étaient vendus par les fournisseurs, généralement les fournisseurs des machines qu'on avait achetées, puisque c'est comme ça que ça fonctionne derrière. Voilà, c'est par quelques exemples que je veux vous dire simplement que l'écologie, quand on la fait vraiment, il faut l'avoir chevillée au corps. Il faut avoir le... C'est pas bien de dire ça comme ça, parce que ici, à côté de Flamanville, le cœur du réacteur, et qui parle d'écologie. Et qui fasse de l'écologie tout le temps. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On ne peut pas se dire, c'est comme des repas dans les cantines. Moi, je suis au 100% bio depuis 2011. Aujourd'hui, je suis au 100% bio et local. Parce que j'ai acheté des terres et que je les loue à des jeunes maraîchers. Et aujourd'hui, ils fournissent, donc je suis en autonomie alimentaire sur le chocolat, les bananes, ça vient d'ailleurs, mais sur les végétaux, en fait, les maraîchages, les légumes, de la restauration collective, donc c'est les enfants et les personnes âgées sur la ville. Et je n'ai pas besoin de prendre un arrêté anti-pesticides, puisque moi, c'est mes terres qui m'appartiennent, qui font barrière avec les paysans qui sont plus loin et qui utilisent les pesticides ailleurs. Donc voilà, ça nous protège, et ça protège la santé de nos enfants derrière. C'est du circuit court, quand je dis court, c'est du local avec effectivement une légumerie. Nous, on l'a confié à une entreprise d'insertion. C'est des personnes frappées par du handicap qui font cette légumerie. Et en plus, c'est plus facile parce que vous savez, il y a une règle des marchés publics pour les collectivités. Et vous ne pouvez pas décider des villes, je vais acheter des légumes de l'exploitation qui est là à côté de chez moi. Vous n'avez pas le droit de le faire. Alors, vous pouvez aménager un peu le marché public. Vous pouvez dire, ok, on veut du bio, local. Alors, bio, local, dans un marché public, il faut qu'il y ait un intermédiaire. Donc, entre les fermes de l'Espagne du Sud, enfin les serres, pardon, de l'Espagne du Sud, et votre assiette, il y a un intermédiaire, c'est considéré comme du local. Ouais. Donc, vous pouvez dire, mais il faut que les enfants de la ville puissent aller visiter la ferme. On ferait de l'espagnol. Et là, ça change. Les Espagnols, ils ne répondent plus. Parce que ça fait beaucoup de... Ça, vous avez le droit. Vous avez le droit de dire qu'il faut, dans le marché public, que les enfants puissent visiter pour pouvoir pousser les légumes qu'ils vont manger. La deuxième chose, c'est plus facile, c'est de dire le marché public de la restauration, de la légumerie, vous l'ouvrez à une entreprise d'insertion. Ne peuvent répondre que les entreprises d'insertion. C'est comme ça qu'on a fait pour une partie de la restauration scolaire, parce que nous on en fait une partie en régie, et il y a une partie qui est faite par un ESAT, qui est dans la ville. Et pareil sur la légumerie. Comme ça, on peut directement leur commander les légumes, parce qu'en fait, quand vous faites ça, il y en a qu'un qui répond, c'est celui qui est sur place. Et c'est la loi, la loi permet ça au moins. Donc, rester dans les clous de la loi, parce que c'est important quand même dans la loi, de respecter la loi. On n'est pas obligé de respecter un ministre, parce qu'on n'a rien à voir avec un ministre, c'est un chef, le ministre. Mais le code des marchés publics, le code de comptabilité, le code de la famille, le code de la santé publique, le code de l'urbanisme, ça, c'est votre livre de chevet, vos livres de chevet, et vous pouvez aménager le truc. Vous pouvez aménager. Quand je dis ça, je n'ai pas d'ordre à recevoir d'un ministre. C'est votre ami, M. Cazeneuve, avec qui j'ai eu quelques échanges. Pas mauvais, on va dire, parce qu'après je connais pire, Colo. En 2015, alors, quand vous travaillez, comme je l'explique, avec la population depuis très longtemps, quand vous prenez soin d'elle, vous tissez une relation de confiance avec la population et elle devient elle-même actrice de cette forme de société-là derrière. Et quand on accueille chez nous j'appelle ça des chercheurs de refuge, moi je n'appelle pas migrants parce que migrants c'est connoté, j'appelle pas ça des réfugiés parce que réfugiés ça correspond à un statut administratif, ils ne sont pas forcément tous réfugiés, ils sont de passage, ils sont en exil, donc ça pourrait être des exilés. Et le terme de chercheur de refuge, c'est une
lycéenne de première à Orléans, un jour quand j'intervenais dans ce lycée qui m'a soufflé, j'ai trouvé que c'était beau, ça montrait bien en fait ce que ces gens, l'état dans lequel ils étaient, et donc je les appelle comme ça depuis ce temps-là. Donc on accueille des chercheurs de refuge à peu près depuis 2004 sur la commune, parce qu'on est à 40 km de Calais, que j'ai l'autoroute qui amène à Calais qui passe sur la ville, et en plus j'ai une station-service sur l'autoroute. Et donc la nuit, enfin la journée ils arrivaient, la nuit ils montaient dans le camion et ils passaient en Angleterre. J'étais 20, 30, des fois 4, des fois 50, mais ça passait tous les jours. Ça passait facilement tous les jours. En 2015, l'État français signe l'accord du Touquet avec... en 2015, il y a l'accord du Touquet et on commence à durcir le passage à Calais. On monte des murs, des grillages, on met des CRS partout. Et donc là, le passage commence à devenir plus compliqué, mais une cinquantaine en moyenne sur ce terrain de la station-service. 2015, par contre, l'été 2015, c'est conflit en Syrie. Et là, au mois d'août, je pars en congé fin juillet, il y avait 60 personnes sur le terrain. 3 semaines après, ils étaient 190. Et là, les associations qui s'en occupent depuis le début, et je dois tirer un chapeau à toutes les associations qui travaillent au quotidien depuis très longtemps à faire en sorte que ces personnes ne soient pas dans la misère totale, mais qu'elles aient un petit peu à manger, des couvertures, peut-être des tentes de temps en temps, de la chaleur, de réconfort, et des mots pour échanger avec ces personnes-là. Les associations m'appellent, ils me disent, Damien, enfin voilà, on ne peut pas gérer tout ça, on est quelques bénévoles, ils sont 190 en août, si ça continue à arriver comme à Calais, on ne va pas pouvoir s'en sortir, il faut faire quelque chose. Donc là, j'appelle les ministres, le sous-préfet, le préfet, le ministre de l'Intérieur, votre ami, le Premier ministre et le Président de la République, qui me renvoient sur le ministre, et au mois de septembre, Bernard Cazeneuve me reçoit, il m'annonce le chiffre, c'était le 30 septembre, il avait fait faire un comptage par les forces de l'ordre, ils étaient 545, fin septembre. Et il vivait sur un terrain sur lequel rien n'était prêt. Enfin, c'est une clairière qui était pas très loin de l'autoroute, mais il n'y avait rien. Le terrain n'était pas viabilisé, voilà, il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait que dalle sur ce terrain-là. Et je continue, sur ce terrain, il n'y avait rien. C'est vrai, parce que c'est des choses que le ministre m'a dit à certains moments, je favorise les réseaux passeurs. Je ne favorise rien, parce qu'il n'y avait rien, il y avait déjà des réseaux passeurs. C'est pas parce que vous organisez quelque chose que vous créez des réseaux passeurs. Les réseaux passeurs, ils sont depuis le début de leur parcours migratoire, quand ils partent du Kurdistan, puisque chez moi c'est du Kurdistan, c'est des Kurdes syriens, iraniens ou irakiens qui se déplacent, ils passent par des réseaux du Kurdistan, kurdes, qui les amènent et qui vont les amener en Angleterre. Ils ont payé une partie de leur voyage avant de partir et ils paieront seuls quand ils passeront en Angleterre. Pour vous dire que c'est compliqué la situation, c'est que quand voilà, ils étaient 545, donc nous on amène des conteneurs de douches et de toilettes sur le terrain, que ces gens ils ont un minimum de choses, quoi. Et l'après-midi, les passeurs ferment la clé et facturent la douche aux migrants qui étaient sur le banc. Ça c'est la réalité. Donc on ne pouvait pas laisser cette situation-là. Donc on met du personnel à côté des douches pour pas que ça soit brillant, et donc il faut en permanence. Ça c'est, oui, c'est la réalité des choses. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas être naïf dans c'est une situation qui est difficile, mais qui est difficile compte tenu du contexte international, et puis le maire finalement se retrouve face à cette situation-là. Donc 545, quand je vois Bernard Cazeneuve, et il me dit ok, on va amener des forces de l'ordre, pour éviter que ça afflue trop. Effectivement, début octobre, mi-octobre, il y a des forces de l'ordre qui arrivent, en faction. Fin octobre, ils étaient plus 545, mais 1200. Donc les forces de l'ordre, ça c'est pas grand-chose. Mais c'est pas grave, moi il y avait le maintien de l'ordre, c'est à peu près correct, sauf qu'il y a une solidarité qui s'est mise en œuvre partout de l'Europe, et donc il y a des conteneurs qui arrivaient complets, des gros camions qui arrivaient avec des vêtements, et ils vidaient leurs vêtements sur la rue. Il y a des conteneurs qui arrivaient avec de l'alimentation, des trucs, et ils versaient ça, puisque ce n'était pas organisé, ils mettaient ça sur la route, et c'était, excusez-moi l'expression, d'un joyeux bordel, cette solidarité qui n'était pas organisée sur la commune. Donc on demande à l'État ce qu'ils veulent faire, mais ils ne font rien, et puis le 13 novembre, attentat de Paris, puis une force de l'ordre, donc là on se débrouille tout seul. On se retrouve seul face au problème, et là, moi je ne pouvais pas laisser ces gens vivre dans ces conditions-là. Il y avait la grève généralisée sur le terrain, il y avait la suspicion de tuberculose, c'était impossible, il y avait 300 femmes, 300 enfants sur le terrain, parce que ça a augmenté tous les mois, 1200 octobre, 1800 novembre, 2500 décembre. Et le maire, là, pour le coup, il doit respecter les codes. Le ministre ne voulait pas que je fasse ça. Et
Et je lui dis, mais moi j'ai pas d'alternative. J'ai le code de la santé publique qui dit les moyens pour essayer d'endiguer cette épidémie. Et donc si on laissait ces gens vivre dans ces conditions-là, c'est sûr que l'épidémie elle se serait amplifiée. Et elle risquait de se répandre sur la ville. Donc on a pris les moyens. Et puis il y a un autre code, celui de la santé, de la famille et de la santé publique, qui dit que vous n'avez pas le droit de laisser des gens sans un accès à de l'eau, sans un accès à des sanitaires, sans un accès de ramassage d'ordures derrière. Et dans le terrain où ils étaient, c'était impossible d'organiser ça. Donc je vois les Médecins Sans Frontières, et j'en vois aussi, c'est déjà passé, puisqu'ils ont investi 2,5 millions sur la construction du camp. Nous on a mis 1,5 million pour construire un camp pour héberger 2000 personnes sur la ville. Donc on a trouvé un terrain qui était pâture et on a viabilisé, on a drainé le terrain, on a amené de l'eau, on a amené de l'électricité, de l'éclairage public, on a mis des douches à incendie, enfin on a équipé, vraiment, on a construit un village. En 3 mois de temps, on a pris la décision fin décembre et on a ouvert le camp début mars. Et le jour du déménagement, où tous les 2000 personnes qui étaient là étaient prêtes, parce que les associations avaient travaillé avec elles pour dire on va vous déménager, laissez que vous soyez dans des meilleures conditions, on les avait amenés pendant qu'on construisait le camp pour qu'ils voient les conditions dans lesquelles ils allaient vivre. Le jour où on déménage, le préfet ordonne d'arrêter les bus. Il y avait 50 bus qui étaient là, prévenus, tout le monde en marche. Et je vais voir les flics, je leur demande au commissaire qui était là, qui est un type sympa mais qui obéit aux ordres, je leur demande pourquoi vous les empêchez de partir. Alors il me répond, et là j'étais une durite, la commission de sécurité va passer sur le camp. Je leur dis, mais la commission de sécurité, quand vous faites une aire d'accueil des gens du voyage, c'était quelque chose qui s'assimilait à une aire d'accueil des gens du voyage, il n'y a pas de commission de sécurité. Il dit oui, c'était vrai quand vous aviez prévu de mettre des tentes, mais comme c'est plus des tentes, c'est des petits cabanes de bois, là, il faut faire passer la commission de sécurité. Ils étaient, alors, je ne sais pas si vous avez vu les images, si vous vous en souvenez de l'époque, ils étaient dans des tentes en nylon, les unes à côté des autres, avec des bras zéro, dans la boue, enfin, des conditions de sécurité avant. C'est ce que j'ai dit, donc j'appelle le préfet, j'appelle le ministère de l'Intérieur, j'ai le directeur du cabinet Bernard Cazeneuve, qui est devenu mon préfet 3 semaines après, et j'ai dit, mais on s'engueule au téléphone, il me dit, mais vous porterez la responsabilité s'il y a un incendie. Je lui dis, mais moi je ne peux pas laisser, et l'incendie là, s'il a lieu maintenant, même c'est pas vous qui l'avez organisé. Donc c'est pas votre responsabilité. Si dans l'autre, si jamais il y avait quelque chose, vous serez pénalement responsable. C'est la menace qu'on m'a fait à ce moment-là. Je m'assieds dessus, je vais déménage, je vais voir le commissaire et je lui dis, mais donnez-moi une raison juridique pour laquelle vous empêchez les bus de partir. C'est pas qu'ils allaient sur le pont, parce qu'ils auraient pu aller ailleurs, les bus. Il n'y en avait pas, donc le flic il a dû laisser les bus partir, donc on a fait le déménagement dans ces conditions-là. On a quand même mis après, parce qu'on s'est mis aux normes, quand on dit au maire la responsabilité pénale est engagée, vous faites cliquer, mais à un moment il faut se mettre en règle. Donc on a mis des détecteurs incendie dans chacune des petites cabanes qu'on avait fait, on a mis des postes de secours, on a écarté les petites cabanes qu'on appelait des shelters pour éviter que l'incendie se propage, etc. Bref, on s'est mis aux normes telles que les services de pompiers nous demandaient. Ce qui a été admirable pendant ces périodes-là, avec, je vous ai expliqué tout à l'heure, 28% de chômage, 33% des gens qui vivent sous la pauvreté, c'est que tous les journalistes du monde, j'ai vu des Japonais, des Chinois, des Russes, des Américains, tous ils sont venus faire des reportages sur le camp d'avant et le nouveau camp. Et quand ils étaient sur l'ancien camp, là où il n'y avait rien pour ces gens-là, ils me demandaient toujours, les journalistes, venez avec moi, je vais vous interviewer sur le terrain. Je disais non, je ne prends pas ce décor, enfin derrière moi, je ne mets pas ça en décor, vous pouvez aller là-bas, vous filmez, vous interviewez les chercheurs de refuge qui sont là-bas, puisque vous êtes là-bas, vous interviewez les voisins, les habitants de la ville, et puis on se voit après dans mon bureau, et je vous réponds à vos questions. Et tous ils sont revenus dans mon bureau, tous sans exception. Tous. Ils m'ont dit, mais c'est incroyable, on n'a pas trouvé d'habitants qui étaient contre. Les habitants nous disent, mais on ne peut pas laisser ces gens-là vivre dans ces conditions-là. Et c'est ce qu'ils disaient effectivement les habitants derrière. C'est un état d'esprit qui a été créé dans cette ville. Quand vous prenez soin des gens, quand vous créez ce lien social, cette rencontre entre les uns et les autres, eh ben, voilà, on se dit, on ne peut pas laisser des gens plus malheureux que nous sur le côté, et donc ça a été largement accueilli dans la population. Même l'extrême droite n'a pas essayé de récupérer, de faire de tracts, de manifestations, ils n'avaient pas de prise sur la population. Et l'autre phénomène dont je m'enorgueillis moi, c'est que élection après, on est dans le Nord, Marine Le Pen là-haut, donc le Front National, certaines élections, ça va, on se lâche. Depuis
depuis ce moment-là, en fait, scrutin après scrutin, le Rassemblement national, les scores du Rassemblement national ne cessent de baisser. Dernière élection, c'était en 2017, en 2019 avec les élections européennes. En 2014, aux dernières élections, le Rassemblement national était à 42%, et là il est à 32%, avec 10% de participation supplémentaire des habitants. Donc c'est encore beaucoup, 32%, il faut faire la chasse. Et oui, c'est ça. C'est ça aussi, je vous dis, c'est que ça permet de faire du lien et d'arrêter d'aller chercher dans des solutions dans les extrêmes, parce qu'il n'y a pas de solution dans les extrêmes. Et donc c'est le défouloir, je vais dire, de l'extrême droite de beaucoup de personnes, de beaucoup de celles qui revendiquent aujourd'hui contre ces sociétés qui ne vont pas bien. Je vais finir, il y a un truc à ajouter, mais j'ai oublié, c'est pas grave, je vais répondre à vos questions maintenant. L'écologie au cœur, c'est tout ça en même temps, c'est le respect du vivant, ce sont des êtres vivants, ce sont des êtres humains. Il faut créer un lien, parce que ce qu'on fait dans la population, le lien qu'on fait quand on fait ces ateliers, quand on fait ces petits textes, quand on fait tout ça, on l'avait fait aussi avec les chercheurs de refuge quand ils étaient sur le camp. Les gamins du camp étaient scolarisés dans des écoles de la ville, donc c'était des rencontres entre les élèves dans 3 écoles de la ville. Il y en a qui étaient au collège, il y en a qui étaient au lycée, il y en a qui étaient dans la fac à Dunkerque. Ils étaient accompagnés, les musiciens du camp venaient régulièrement lors des concerts, de grands artistes qui venaient dans la ville, ils savaient qu'il y avait des camps et ils demandaient s'il y avait des musiciens qui voulaient jouer avec eux. Il y a même des troupes qui venaient avec des spectacles, le jeu public, des Belges qui sont venus 4 jours avant et qui ont fait des spectacles pour les petits gamins du camp parce qu'ils savaient qu'il y avait des enfants sur le camp. Et ainsi de suite, il y a une solidarité qui s'est mise en œuvre, il y a une rencontre des êtres humains qui s'est mise en place dans le cadre avec toutes ces occasions en fait, de se rencontrer, ce qui fait que les fantasmes tombent les uns après les autres, que c'est la relation humaine simplement qui parle à un moment donné, et que chaque fois ça fonctionne. Ici comme ailleurs, ça fonctionne. Il y a des milliers de lieux en France qui sont organisés, où il y a des chercheurs de refuge qui sont là en attente de situations qui ne savent pas. Et quand c'est organisé correctement, quand l'État joue son rôle en organisant l'accueil, quand la collectivité joue son rôle et on travaille avec les associations locales, on n'en entend pas parler. De quoi on entend parler en France? On entend parler souvent de Paris, parce qu'il y a 3000 personnes qui sont à la rue, parce qu'on ne met pas les moyens à la hauteur du défi qui est devant nous. On parle de Calais, de chez moi, on parle ici du littoral, de la Manche, et de la mer du Nord, parce qu'il y a des lignes de ferry qui vont vers l'Angleterre, et qu'il y a un fameux concept du ministère de l'Intérieur qui est on n'organise rien parce que ça va faire appel d'air, et donc on se réfugie derrière ça pour ne rien organiser, mais c'est prétexte à ne rien organiser. Je pense que si on organisait pour les quelques dizaines de personnes qui sont ici et là, ça se passerait dans les meilleures conditions, et du coup on n'aurait pas, ça ne deviendrait plus un sujet, ça ne deviendrait plus un problème. Parce que je veux bien qu'on fasse des débats dans cette configuration. Je ne peux pas qu'on fasse comme l'a fait le président de la République il n'y a pas longtemps, en mettant un débat à l'Assemblée nationale sur l'immigration. Parce que ce n'était pas demandé par la population d'abord. Il y avait eu le grand débat des Gilets jaunes et la migration n'était pas un thème qui en venait derrière, on l'utilise à des fins politiciennes. Je veux bien qu'on ait un débat sur la migration, mais qu'on donne des vrais chiffres. Et quand vous allez chercher les vrais chiffres, allez sur les chiffres eurostat.fr. Voilà, vous allez voir dessus, c'est toutes les statistiques européennes fournies par le ministre de l'Intérieur, et vous verrez combien on a accueilli personnes exactement. Vous verrez à combien de personnes on a donné l'asile, mais mettez ça au regard de la population, des 67 millions français. Et quand vous regardez à qui on a donné l'asile, ça représente par an 0,025% ces 10 dernières années. 0,025% de la population. Est-ce qu'on n'a pas les moyens d'accueillir 0,025% de personnes dans notre société en étant 6e puissance économique du monde? C'est le même chiffre en Europe, et l'Europe est la plus première puissance économique d'Europe. L'Europe aujourd'hui est malade de sa solidarité, elle n'en a plus nulle part. Enfin, voilà, chacun se recroqueville les uns sur les autres. Et ça aussi, c'est ce qu'on combat quand on a l'écologie au cœur. Et je vous souhaite en tout cas de devenir grossièrement des écologistes qui mettent en œuvre des solutions. Merci beaucoup. Des questions? Est-ce que personne souhaite
chose. Aujourd'hui, quel est l'état? Oui, alors je suis pas allé jusqu'au bout d'histoire parce que je ne voulais pas trop parler, sinon on va passer une partie de la nuit ensemble. Le camp a fonctionné pendant 1 an. Donc on l'ouvre en mars 2016. Pour dire d'ailleurs qu'il y a pas d'appel. Quand on l'ouvre, en fait, quand on l'a conçu pour 2500 personnes, puisque fin décembre, il y avait 2500 personnes. Et on l'a ouvert en mars. Ce qui s'est passé entre décembre et mars, c'est que les Belges et les Néerlandais n'avaient pas protégé leur port. Donc les passeurs ont fait passer beaucoup de personnes, se sont dépêchés de faire passer des personnes vers les ports belges et néerlandais. Ce qui fait que quand on a ouvert le camp, il n'était plus que 1330. Donc on a ouvert le camp comme ça a fonctionné, et les gens, et je connais personnellement Yolande Moreau, vous savez, vous le connaissez, parce que j'avais invité à l'époque où il était avant les déchets, on se connaît depuis longtemps, et elle est venue faire un reportage un jour sur l'ancien camp de Grande-Synthe. Et elle est venue, pour pas passer par des traducteurs, avec son assistante de réalisation qui était kurde. Donc elle est allée sur le camp et elle a eu des relations directes avec les Kurdes qui étaient là, sans intermédiaire. Et elle leur posait la question, mais pourquoi vous ne demandez pas l'asile en France? Et les gens lui ont tous répondu, mais comment voulez-vous qu'on demande l'asile dans un pays qui nous reçoit dans ces conditions-là? Ils avaient raison. On ferait la même chose. C'est humain. À partir du moment où on a déménagé le camp, on leur a offert, c'était pas le luxe, c'était des cailloux par terre, les shelters faisaient 7 mètres carrés, ils étaient des fois 5 dedans, c'était des planches de bois, 6 planches de bois, il y avait un petit chauffage au fioul qui devait aller charger tous les jours. Ils avaient un repas 3 fois par jour, ils devaient sortir pour aller aux toilettes et pour prendre leur douche, mais au moins ils avaient un minimum de choses pour préserver leur dignité. Là, on a commencé à avoir des gens qui demandaient à l'asile en France. Parce qu'ils se disaient, ah tiens, ça bouge. Ils ne savaient pas que c'était des maires qui étaient contre l'État, enfin qui a fait ça contre l'État, mais c'est pas grave. L'important c'est que, avec la présence des passeurs, quand ils venaient nous voir en disant, bah, moi je vais faire une demande d'asile en France, il fallait qu'on sorte tout de suite du camp. Parce que le passeur qui était là, quand il savait qu'une personne allait partir, il voyait 500, 1000 ou 1500 euros partir. Sans voler. Parce qu'il n'aurait pas payé. Donc du coup, il allait, si on partait et qu'on laissait la personne, il allait faire pression, menacer cette personne-là. Donc il fallait qu'on les extrait tout de suite du camp pour les amener dans des centres d'accueil un peu partout en France. Ça a fonctionné, et ce qui fait qu'au mois de juillet, il n'était plus que 700 sur le camp. Parce que ça continue à passer aussi. Donc c'est le fait qu'ils demandent leur asile et que ça passe. Au mois de septembre 2000, on ouvre en mars 2016. Au mois de septembre 2016, Anne Hidalgo, maire de Paris, décide de faire sa bulle hors de la chapelle. Vous savez, vous vous rappelez de cette bulle qu'elle a fait, avec un deal avec l'État en disant, nous on les garde 5 jours dans cette bulle, charge à l'État après de les mettre dans des centres d'accueil. Sauf que comme il y avait du monde, toutes les places qui ouvraient en centre d'accueil en France étaient réservées à Paris. Et nous, on n'avait plus personne, les représentants de la préfecture n'offraient plus de place aux gens qui étaient de Grande-Synthe. Donc du coup, le nombre est reparti à la hausse. Comme ça continue à arriver et qu'il n'y a personne qui sortait, le nombre est reparti à la hausse. Donc on était passé de 700, 800, 900, 1000. Et au mois d'octobre, l'État français décide de fermer la jungle de Calais. C'est cette grosse opération que vous avez vu à la télé. Et dans les 5000, 6000 personnes qui étaient à Calais, il y en a 500 qui n'ont pas voulu partir et qui sont venus se réfugier, deuxième fois, sur le camp de Grande-Synthe. J'aurais, à écouter maintenant les ONG a posteriori, toutes les ONG qui travaillent à travers le monde, j'aurais pas dû accepter qu'ils rentrent sur le camp. Parce que c'était des personnes d'origine afghane. Et que, en géopolitique, les Afghans et les Kurdes, ça ne fait pas bon ménage. Et dans tous les cas du monde, ils sont séparés. Moi, je n'avais pas demandé, je ne me voyais pas dire à l'entrée du camp, vous êtes Afghan, vous ne rentrez pas, vous êtes Kurde, vous rentrez. C'est tout, ils étaient là, ils sont rentrés. Et du coup, on est reparti à 1500 personnes. Avec des tensions qui commençaient à naître. Et on a alerté l'État à partir du mois de décembre en disant attention, il faut nous ouvrir des places parce que sinon on va au vent de catastrophe sur le camp. Ça se tendait de plus en plus jusqu'au 10 avril 2017 où il y a une bagarre générale sur le camp et le camp est parti en fumée à 4 heures. Ils ont tout brûlé. Parce que c'est des populations qui sont très dures. Ils ont vécu dans la guerre depuis toujours. Même les enfants, quand vous les voyez jouer entre eux, ils se balancent des cailloux. Vous voyez faire votre enfant, vous êtes terrifiés quand vous les voyez jouer. C'est leur jeu à eux. Ils ont un seuil de tolérance de la violence qui est surprenant. Et c'est tout, c'est culturel, on ne peut pas. Donc le camp brûlé en
transport d'urgence dans la ville, pour héberger quand même les personnes qui étaient restées. Et en 4 jours, là, l'État va trouver 1200 places. En 4 jours. 1200 places par contre en France. On a organisé avec le préfet, on a passé 4 jours entiers, presque 4 jours et 4 nuits, à aller persuader les personnes de rentrer dans les bus et d'aller s'héberger quelque part parce qu'ils ne pouvaient pas rester dans la salle de sport. Donc quand on veut, on peut. Est-ce que c'était intentionnel ou pas? Je ne dirais pas ça. Bon, parce que si j'ai eu des accrochages avec Bernard Cazeneuve, je dois lui reconnaître de l'humanité. Et il avait compris la difficulté que j'avais, moi, le maire que j'étais dans ma ville, à faire face à cette situation et qu'il n'avait pas de réponse à cette époque-là. Les centres d'accueil étaient naissants, c'était le début du dispositif, donc il n'avait pas de réponse. Et puis ça a roulé, et du coup, c'est en pleine élection présidentielle. Et donc j'ai plus de ministre, j'ai plus d'interlocuteur, j'attends qu'on nomme un ministre, Gérard Collomb, nommé à 15h, 15h30, je l'appelle pour demander un rendez-vous. Il me dit, ah, vous êtes le premier, ben oui, j'ai laissé aux gens, j'en ai besoin. Parce que moi, il y en a 1200 qui étaient partis, mais il y en a déjà 500 qui étaient inconnus. Et ils étaient inconnus, et comme je n'avais pas de solution d'accueil, ils étaient dans des sous-bois, et je voyais bien que ça allait repartir pour un tour. Donc il fallait qu'ils me trouvent une solution. Il me reçoit finalement au mois de septembre, donc quand même 3 à 4 mois après, donc là ils étaient 1200, ils étaient revenus en nombre dans les sous-bois. Et Gérard Collomb, 3 quarts d'heure, c'est le pire entretien que j'ai passé avec un ministre. Il nous a dit, parce que j'étais accompagné de 2 collaborateurs, il était en préparation de la loi asile-migration, et il nous a dit, ouvrez les guillemets, on va leur faire passer l'envie de venir chez nous faire les guillemets. Et vraiment, je cite dans le texte. Si j'avais été seul, je n'étais pas Gérard Collomb, je n'ai jamais aimé, donc je me serais dit, avec un malentendu, tu as déformé ses propos, et j'étais avec mon directeur de cabinet, qui est un peu comme moi, donc je vois. Mais mon directeur général des services est un ancien fonctionnaire de police, et pour lui, le ministre de l'Intérieur, c'est vénérable maître. Il me dit, il sort de là, mais terrorisé, il y a un ministre de l'Intérieur, ça ne peut pas parler comme ça. Et pire que ça, c'est plein de musulmans qui viennent retourner le cerveau de nos jeunes de quartier. Voilà comment l'approche de Gérard Collomb de la migration. Et donc la loi asile-migration, c'est ça d'ailleurs. Hein. C'est des délais de rétention, parce qu'on essaie de faire peur. Ils n'ont pas peur. C'est pas parce qu'on les met des risques 90 jours de prison au lieu de 15 que ça les empêche de venir. J'ai assisté il y a 2 mois maintenant, le programme de développement des Nations Unies a fait une enquête, ils sont venus au Parlement européen pour donner les résultats de leur enquête, ils ont fait peut-être 1600 migrants africains qui sont arrivés en Europe. Ils les ont interviewés sur leur parcours, qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, etc. Et devant, ils ont posé une question, et si vous aviez su que c'était si dur à traverser la Méditerranée et la Libye, dans la situation que c'est aujourd'hui, est-ce que vous auriez fait quand même le parcours? Il n'y en a que 2% qui disent non. 2% qui disent non, ça veut dire la motivation qu'ils ont à partir. Donc c'est pas les quelques jours de prison supplémentaires qui risquent en France, qui va les dissuader de venir chez nous. Puis en plus, ceux qui étaient chez moi, à Calais, ou ceux qui sont ici, ils n'ont pas envie de rester ici. Et tous ceux que j'ai vus à l'époque du camp, j'ai bu des hectolitres de thé, moi, tous les après-midi, à aller là-bas et à rencontrer, à discuter avec ces gens pour apprendre à les connaître, tous ils m'ont dit une chose, et nous on n'a qu'une envie, c'est de retourner chez nous. Ah oui, ils sont comme nous, quand on est parti de manière forcée de son pays, on a laissé ses racines, ses amis, son climat, son histoire, ses références, sa culture, pour aller, on ne sait pas où, à un moment donné, on n'a envie que d'une chose, c'est de repartir chez soi à un moment. Et il y a eu d'ailleurs sur le camp un gars qui était bloqué à Gonçalves, alors qu'il y a quelques années, il avait fui Saddam Hussein, il était allé en Angleterre, il est arrivé, il a travaillé dans un resto, et puis quand Saddam Hussein a été renversé, il dit oui, je peux retourner, il est reparti au Irak, et puis il y a les talibans qui sont arrivés, il a refui, et il était bloqué à Gonçalves. Et on l'empêchait de repartir en Angleterre. Et c'est hallucinant les histoires qu'on avait de ces personnes-là. Moi, je ne juge pas pourquoi ils partent de chez eux. Je me dis qu'on ne part pas chez soi par de gaieté de cœur, pour ces parcours-là. Moi, je ne juge pas un migrant climatique, un migrant économique, un migrant de la guerre, de la torture. Je ne fais pas de catégorie. Parce qu'ils sont fuis pour une raison qui est la nôtre. Oui, il y a des migrants économiques, il y avait 2 Irakiens, nos frères jumeaux, qui étaient dans la police à Bagdad. Ils sont partis de Bagdad parce qu'ils disent mais l'État ne nous paye plus depuis 8 mois, parce que tout l'argent du gouvernement va dans la guerre. Il ne nous paye plus. Nous, pour nourrir femmes et enfants, on partirait aussi peut-être dans un autre pays pour essayer de gagner la vie et pouvoir les nourrir. C'est humain. C'est humain. Qui est-on pour juger du fait qu'ils partent ou qu'ils ne puissent pas partir? Et puis nous, on a besoin de dire ça. Nous, on n'a pas besoin de visa pour aller dans 170 pays à travers le monde. Les Irakiens, ils peuvent aller dans 4 pays sans visa. Donc c'est facile de réguler les flux, comme on dit, et les flux migratoires, comme on dit.
faire en sorte que les gens dont on n'a pas envie ne viennent pas chez nous. Donc voilà, c'est une bagarre que je mène maintenant au niveau européen pour essayer de changer les règles, pour essayer de plus de solidarité. J'étais il y a 3 mois dans une île grecque, à Samos, où l'Europe organise des hotspots pour retenir les gens qui arrivent en Europe derrière. Un camp prévu pour 650 personnes, ils sont 6 000. Et le mec qui arrive légitimement selon tous les traités internationaux pour déposer sa demande d'asile, il a un rendez-vous en janvier 2022. On était en octobre 2019. Janvier 2022, pendant ce temps-là, il est dans un lieu sans rien, sans sanitaire, sans douche, sans distribution alimentaire, il n'a rien. Bah oui, à un moment, il finit passeur, ce mec. Parce qu'il a besoin de se faire de l'argent pour vivre, parce qu'il doit aller acheter la bouffe tous les jours dans le commerce de quoi. C'est ça la situation qu'on vit en Europe aujourd'hui. Donc elle a des conséquences chez nous en France, l'absurdité du système de Dublin. Vous savez qu'en 2018, on a dubliné 1200 personnes, c'est-à-dire qu'on a renvoyé dans le pays qui avait pris les empreintes de la personne 1250, ou 52, je ne sais plus. Mais on en a accueilli 1248. Autant qu'on en a dubliné. Donc en fait, on accueille des gens qui ne veulent pas venir chez nous, et on renvoie des gens qui voulaient rester chez nous. Et ça nous a coûté des dizaines de millions d'euros. Parce que ça coûte cher de dubliner quelqu'un. Voilà l'absurdité des politiques européennes. On a des conséquences au niveau local, les élus locaux, à un moment. J'avais vu la maire de Nantes il y a quelques temps. Elle me dit, les Damiens, c'est pas à moi de nous occuper, c'est pas à nous de nous occuper des élus locaux de ce problème-là, c'est une prérogative de l'État. Elle a raison. Mais qui a les emmerdes? C'est l'élu local qui a les réflexions de sa population, qui voit des gens dans la misère alors qu'il essaie de tenir sa vie, et qui voit des gens qui sont là dans la rue et qui vivent pas dans des bonnes conditions. Et bien, c'est à l'élu local, à un moment, de prendre sa responsabilité. Et ça se passe bien avec la population. Quand vous faites de la pédagogie, quand vous expliquez, quand vous voyez les gens, quand vous permettez la rencontre, il n'y a pas d'opposition à ça. Vous savez, il y a des maires qui ont ouvert des lieux à contre-cœur. À l'époque, le gouvernement avait poussé un certain nombre de villes à ouvrir des lieux, et finalement, les maires, à la fin, sont allés voir l'État en disant, mais laissez-le ouvert, parce qu'il se met en place des réseaux de solidarité dans la ville qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Voilà ce que ça génère derrière. Alors oui, chez le camp à brûler, il ne m'a pas apporté de réponse, donc j'ai ouvert une salle de sport, pour mettre tout le monde dans la salle de sport pour passer l'été. Après, j'ai obtenu qu'il y ait une mise à l'abri générale de toutes les personnes qui soient là. Et le deuxième hiver, c'est l'hiver dernier. Alors, la salle de sport, je l'ai ouverte en forçant le préfet de nous accompagner en partie. L'hiver dernier, il ne voulait pas. Et donc, j'ai ouvert le gymnase quand même, je les ai hébergés contre l'avis de l'État. Et ils ont fait, voilà, ils ont continué à mettre la pression, peu importe. Et là, j'ai démissionné au mois de juin de mon poste, et mon successeur a demandé à expulser le gymnase force de vent. Gros désaccord. Donc je fais une liste, je pousse une liste contre mon successeur parce qu'il ne s'inscrit pas dans les lignes qu'on a mises. Et donc voilà, on a une bagarre électorale de plus là-haut. Mais c'est pas grave, c'est ça la vie. Donc Dominique, je fais partie de Itinérance, qui est une association locale pour l'aide aux migrants. Vous avez répondu en majeure partie à ma question, mais bon, c'est pour en reparler. Donc on vit, je suis à 100% d'accord avec vous, sur le fait que les gens qui arrivent, ils arrivent et ils ne peuvent pas faire autrement, quoi. Et donc le fait des chercheurs de refuge me convient tout à fait. Donc l'hébergement relève effectivement pour une grande part de l'État, et notamment à leur arrivée lorsqu'ils sont demandeurs d'asile. Et par contre, le nombre de places d'accueil dédiées aux migrants sont largement insuffisants, à peu près 50%, et donc sur l'ensemble du territoire français. Et donc lorsqu'il n'y a plus de place dans les centres d'accueil, il ne reste que 15, c'est-à-dire 3 nuitées, échangées tous les 3 jours, avec des familles, avec des enfants et des bébés, de 3 jours. Et c'est aussi où la rue. En général, pour les hommes seuls, de toute façon, c'est la rue. Donc aujourd'hui à Cherbourg, mais tous les habitants ne le savent pas, il y a des endroits où il y a des gens qui dorment tout l'hiver, et on a eu un hiver particulièrement rigoureux cette année. Donc les relais ne peuvent être que la municipalité ou les associations. Mais est-ce que le fait que les municipalités et les associations organisent l'hébergement des migrants n'incite pas l'État à se désengager? C'est une question qui traverse souvent nos débats. Et comment avez-vous pu mobiliser les aides de l'État, du département ou de la région? Aucune. Donc ça va, c'est vite répondu ça. On n'a eu aucune aide de l'État cette année. L'année dernière, ils nous ont remboursé une partie des frais du gymnase, mais vraiment qu'une partie. Mais c'est nous qui avons géré l'ensemble. Alors,
c'est une grande bagarre. Est-ce que c'est, on ne fait pas à la place de l'État? C'est ce que je disais tout à l'heure. L'État, non, parce que l'État fait tout pour invisibiliser le problème. Vraiment, c'est ce qu'ils font. À Calais, par exemple, c'est la chasse permanente. À Grande-Sainte, c'est la chasse permanente. Mais comme j'ai beaucoup d'associations, elles sont chrétiennes, et c'est bien, parce qu'on sait, ce matin, c'était 600, enfin, ce midi, 600 la distribution de repas, dehors, sans rien. Et c'est important de montrer le problème. Et de ne pas le cacher. Donc quand j'avais le gymnase, j'en parlais tout le temps. Et je me battais pour dire à l'État, venez, faites. Et quand il y a des mineurs isolés, j'interpellais le département, pour dire au département, il y a des mineurs isolés, c'est votre responsabilité, c'est vous qui devez vous en charger. C'est un rapport de force permanent. Donc il faut garder ce rapport de force. Sinon, voilà, ne rien faire, c'est eux qui sont pénalisés. Oui, dans la bagarre, c'est vrai qu'on se substitue à l'État qu'on ne devrait pas faire, mais qui paye les pots cassés? Le préfet, il dort au chaud dans sa préfecture. Le sous-préfet, il dort au chaud dans sa sous-préfecture. Le ministre, il dort au chaud aussi dans son ministère. Donc eux, ils sont loin de ça, finalement. Et c'est l'élu local qui... Moi, dans ma ville, il n'y a personne de dehors, qu'on soit de passage ou qu'on soit résident. Il n'y a pas de SDF. Jamais. Quand on voit quelqu'un qui est à la rue, parce qu'il perd son boulot, parce qu'il n'est pas bien, parce que c'est de la maltraitance d'une femme qui se fait maltraiter, on nous appelle des fois parce qu'on voit quelqu'un dormir dans une voiture, alors on y va tout de suite et on trouve la solution. Ça peut être l'hôtel dans un premier temps, le temps qu'on trouve un appartement où personne ne dort. On fait ce qu'on appelle de l'accueil inconditionnel. Et on cherche pas. Mais oui, c'est comme ça quand même, parce que du coup, l'extrême droite, pour eux, ils n'ont pas de prise en disant que vous en faites plus pour les migrants que pour les propres habitants de notre ville. Non, on fait la même chose. Ils sont logés à la même enseigne. Avec les mêmes codes. Et moi, je ne suis pas flic. Moi, quand j'aide une personne, je ne vais pas lui demander ses papiers. Je ne vais pas demander s'il est en règle avec sa situation. Je ne suis pas légalement par le droit, et je n'ai pas envie de le faire, c'est pas mon rôle là pour le coup. Donc, c'est se substituer effectivement à l'État, mais comme tout à l'heure sur la pauvreté, sur le seuil de pauvreté, on se substitue, et c'est vrai que l'État, il se lave les mains derrière. Et c'est vrai que si beaucoup de villes le faisaient, si beaucoup de villes le faisaient, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de concitoyens, et il y aurait plus de conscience, et peut-être qu'on renverserait le gouvernement et qu'on mettrait quelqu'un qui prend en charge. C'est ça, c'est comme ça que ça passerait. C'est une phrase de Gandhi qui dit montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Montrons que c'est possible. Et après ça, et vraiment quand vous suivez ça, quand vous restez sur cette ligne-là, et ben voilà, les habitants vous suivent et ils vous suivent après dans la relation de confiance, et c'est comme ça qu'on renverse après des pouvoirs dans le sens qu'on inverse la manière de faire à un moment donné. Parce que vraiment, franchement, 30 000 logements en France, il y a 35 000 communes, c'est un logement par commune. Pour héberger, pour trouver même les 130 000 logements que la Fondation Abbé Pierre met en avant dans les mal logés en France. Donc ça veut dire 160 000 logements, 35 000 communes. C'est rien en nombre. C'est rien en montant financier. C'est un problème de choix politique, encore une fois. Où mettons l'argent? Où mettons l'argent? Est-ce qu'on continue à plier sous les lobbies pour... ou est-ce qu'on se dit, merde, on tape du poing sur la table, on reprend le pouvoir à l'économie? Le problème est là, c'est reprendre le pouvoir à l'économie. C'est pas l'économie, c'est le sens de l'économie. C'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. Excusez-moi. Je voudrais savoir si vous avez mis en place un budget participatif à Grande-Sainte et si oui, de quelle façon il fonctionne. On a mis un budget participatif il y a 3 ans, 4 ans. On l'a doté d'un fonds de 500 000 euros. On s'est dit, voilà, 500 000 euros. Ça aurait pu être 1 million, ça aurait pu être 100 000. On s'est dit 500 000. Parce que ça permettait d'avoir des vrais projets. Parce que quand vous avez des fois des projets où ils vous demandent des gros travaux publics, par exemple, ça coûte beaucoup d'argent de faire de la voirie ou des choses comme ça. Donc il fallait qu'il y ait des projets qui puissent être possibles avec cette enveloppe-là. Donc on a décidé, la règle elle est simple. D'abord, c'est que des sujets que des projets qui doivent viser un meilleur environnement, un meilleur état de santé, etc. Si une demande, par exemple, ce que je veux dire, de bétonner, je sais pas, ou faire une grande surface à tel endroit, ou voilà, des projets qui sont contre la nature, contre le bien-être, ça passerait pas. Mais tous, de toute façon, tous les projets, je ne suis même pas sûr si on les pas mis dans le règlement, peut-être qu'ils auraient répondu aussi. Donc il y a un projet de plus,
accepte un projet qui fait plus de 150 000 € et des projets de moins de 150 000 € jusqu'à la hauteur de l'enveloppe des 500 000 €. Donc ça veut dire qu'une fois, une année, ça pourrait être un projet de 150 000 et 4 projets de 50 000 € et on arrive aux 500 000, donc il n'y a que 5 projets qui voient le jour. Sauf que les gens, en fait, ils sont extrêmement précautionneux avec l'argent public. Et qu'ils n'osent pas faire des gros projets. Et jusqu'à maintenant, le gros projet nous a coûté 60 000 €. Ils n'osent pas, parce qu'ils ne savent peut-être pas, mais vraiment, ils sont. Alors, c'est des petites aires de remise en forme, c'est un truc câlin, c'est des bancs et un barbecue dans un sous-quartier, c'est refaire le square, un square à un endroit. Enfin voilà, c'est des petits projets, mais du quotidien des habitants. Et alors, ils déposent le projet. Il est travaillé avec les services de la ville pour voir le quantifier financièrement, pour voir si ça intègre dans le règlement, pour voir si c'est la compétence de la ville, parce que si c'est une intervention sur un collège, c'est le département, donc c'est pas nous, si c'est sur le lycée, voilà, pour aller beaucoup l'intercommunalité, donc il faut voir si c'est la compétence de la ville. Ils sont présentés à la population, donc il y a un jour de présentation des projets qui sont déposés, quand les projets ont été recevables. Il y a obligation en porteur de projet de venir présenter son projet, sinon il ne peut pas être soumis au vote. Et après, il y a un vote de la population qui a lieu pendant 3 jours, où il y a des urnes dans les maisons quartiers à la mairie, et puis les gens viennent voter pour le projet qu'ils veulent élire, et on les retient comme ça. Et voilà, ça fait 3 ans, 3 ou 4 ans. En fait, voilà, les premiers projets ont le jour, parce que ce que je demandais à les services, parce que souvent, c'est le temps qui est long quand il y a des travaux à faire, il faut les mises en concurrence, les marchés publics, etc. Donc des fois c'est long cette procédure-là, c'est de faire en sorte que l'année suivante, il voit le jour. En fait, c'est inscrit dans le budget de l'année d'après. Donc on s'est voté au mois de septembre, au mois d'octobre, donc on sait les projets, c'est inscrit au budget de l'année suivante, et donc c'est fait, les travaux doivent être faits dans l'année qui suit l'année où les projets ont été. Voilà comment on a procédé derrière. On a fait un mix entre Grenoble, Paris et je ne sais plus qui avait lancé des budgets participatifs. Ça ne sert à rien d'inventer l'eau froide, il y a des choses il y a des villes qui l'ont fait, qui ça marche bien, donc il faut s'inspirer des expériences qui fonctionnent. C'était 24 000 habitants, ouais, 24 000. Le budget de fonctionnement de la commune, c'est 80 millions. Le budget d'investissement de la commune, c'est 10 millions. C'est un gros budget pour une commune de 24 000 habitants. C'est une ville qui a des entreprises comme ici. Sauf qu'on a une charge sociale qui est beaucoup plus lourde. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que pour moi, c'est pas une difficulté sociale. On est à 64% de logements sociaux sur la ville. Moi, je dis que c'est pas énorme, parce que j'ai vécu mon enfance, mon adolescence, et un adulte dans du logement social, parce que mon père était ouvrier, et que c'est les logements sociaux qui répondaient à ce qu'il avait besoin comme logement. Donc, on était 6 enfants. Et le logement social, pour moi, c'est pas une part, c'est le travail. Les gens n'ont pas de travail, c'est ça, ils n'ont pas de ressources. Parce que je pense qu'il n'y aura plus de travail pour tout le monde, donc il faudra aussi qu'on trouve le moyen. Moi, j'aime bien le revenu de base, l'idée du revenu de base. Il faudra qu'à un moment, on trouve une solidarité autrement que par le travail, parce qu'on n'arrive pas. On me dit qu'ici, à 7%, on dit que ça ne pourra pas descendre à 7%, parce que c'est, comment on appelle ça, le seuil. Comment ? Le plein emploi, ouais. On estime que le plein emploi, c'est quand il y a 7%, mais il faut au moins les 7% qui restent. Mais c'est vrai que dans les stats, avant c'était 3%, et là c'est en train d'augmenter. Et je ne prédis pas que l'avenir nous réserve de meilleurs sorts, parce que vous savez que si on continue avec la trajectoire actuelle, grosso modo, 30% des emplois aujourd'hui d'ouvriers et d'employés seront remplacés par des machines, des robots dans les 20 ans qui viennent. Sauf si on refait du bio partout et on mettra 60 000 agriculteurs, sauf si on fait des énergies renouvelables, on crée 100 000 emplois, et si on fait, etc., il y a des pistes pour recréer, et peut-être pas pour 67 millions d'habitants ou 70 millions. Par contre, on crée beaucoup de richesses, et là, peut-être qu'on peut la répartir différemment. Voilà. C'est pas ça. On peut aussi travailler moins. Oui, c'est vrai, il y a plein de solutions. Il y avait une question à faire. Du coup, c'était la même chose, on avait 5% du budget d'investissement pour le budget participatif. Oui. Tout dépend après de ce que vous avez en budget, effectivement, et ce que vous avez comme contrainte. Moi, par exemple, pendant
12 ans, on a consacré 500 000 € du budget d'investissement à rendre accessibles tous les équipements de la ville pour les personnes à mobilité réduite. Donc il y a des portes automatiques partout, il y a des rampes pour monter là où il n'y a pas d'ascenseur, il y a des... Voilà, partout. J'ai commencé ma carrière professionnelle en travaillant dans un foyer de l'association des paralysés de France. Pendant 1 an, j'ai vécu avec des personnes qui étaient en fauteuil. Donc des gens qui avaient des myopathies, des gens qui avaient plein de handicaps différents, mais qui étaient en fauteuil. Qui ne pouvaient pas se débrouiller. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la force dans les bras pour, quand il y a une petite bordure d'1 centimètre, de franchir cette bordure. Donc ce qu'on appelle des bordures bateaux à certains moments, mais quand il reste 1 centimètre, c'est infranchissable pour ces personnes. Et ben voilà, moi j'efface tout ça, et je me bats avec les services communautaires parce qu'ils ne veulent pas mettre des caniveaux comme ça, mais toujours une petite bordure. Et c'est infernal, il faut vous battre. Nous dans la ville, on a éliminé ça, donc c'est une part du budget importante, mais pour moi nécessaire. Alors c'est pas que, en plus ça n'intéresse pas que les personnes à mobilité réduite, c'est les mères de famille, c'est les personnes âgées que ça rend plus. Ça facilite la vie de tout le monde. Et c'est pas compliqué. Quand on s'intéresse au handicap, comme je l'ai fait, il y a quand même une loi d'orientation qui date de 1975, qui obligeait tous les équipements qui se construisaient à être accessibles aux personnes. Regardez le nombre de constructions depuis 1975 qui ne respectent pas cette norme. Et les gens gueulent, même l'État français dit ouais mais les normes ça coûte cher et donc c'est pas bon pour les promoteurs et les machins. Merde. Moi qui fais du logement, alors les logements sociaux dans ma ville, quand j'ai été jeune, il faut que les personnes puissent vieillir dans leur logement. C'est-à-dire qu'ils puissent, à un moment, si elles doivent être en fauteuil, il faut qu'elles puissent continuer à vivre en fauteuil dans son logement. C'est aussi comme ça qu'on aura peut-être moins besoin d'EHPAD, de maisons de retraite, si les gens peuvent continuer à vivre chez eux, parce que c'est pareil, ils veulent vivre le plus longtemps possible dans leur logement. Et mes parents sont morts à leur domicile, ma mère est en fauteuil, et voilà, elle est morte à son domicile, elle n'a pas eu besoin d'être à 87 ans en maison de retraite parce qu'elle avait un appartement accessible. Et ça aussi, c'est prendre soin des gens. Ça aussi, c'est de rassurer de la dignité, pas forcément d'aller dans des structures collectives quand elles ont pas envie d'aller dans des structures collectives. Et c'est rien pour un maire d'exiger que les bailleurs fassent ça. Alors eux, ils font du lobby auprès des ministères pour réduire les normes. Les normes, elles sont utiles. Elles sont utiles à tout le monde. Parce qu'on peut avoir un accident de la vie, c'est pas forcément vieillissement. On peut avoir un accident, ce qui fait qu'on est en fauteuil, est-ce qu'on peut déménager parce qu'on a eu cet accident? Bonsoir, je voudrais bien faire un lien entre différentes choses que vous avez dites, c'est-à-dire à savoir la Syrie, les Kurdes, le désengagement de l'État, vaste sujet, et la commune. Donc de savoir, la commune, de savoir ce que vous pensez de l'expérience de municipalisme libertaire qui a lieu actuellement au Rojava, savoir si vous connaissez un peu ce qui s'y passe, et de voir des gens qui se fonctionnent sans État, qui parlent 3 langues différentes et qui arrivent à faire des assemblées, à s'organiser alors qu'ils sont dans un état de guerre permanente. Voilà, ce sera ma question. On a des histoires différentes. Nous, on a coupé des têtes à un moment donné, on a fait des révolutions, on n'a pas cette culture. C'est comme toutes les politiques participatives d'Amérique du Sud, qui est un berceau de cette capacitation, comportement citoyenne, etc. C'est vrai que c'est des cultures qui sont différentes et qu'on a du mal à imposer chez nous. Moi, je salue ce qui se fait. Alors, je ne sais plus comment s'appelle celui qui a écrit le bouquin sur le municipalisme. Voilà. Si on pouvait le développer partout, on le développerait partout. Là, il y a simplement des urgences aujourd'hui, sociales, environnementales. On a besoin, et pas dans. Je le dis là, mais si je suis prosélytisme, mais c'est maintenant qu'on a besoin des écolos. C'est maintenant qu'on a besoin de bosser, parce que dans 6 ans, aux prochaines élections municipales, il sera trop tard. Donc cette urgence, elle est en partie, on a une réponse tout à l'heure sur la démocratie locale, c'est une forme de démocratie améliorée que celle qu'on a, et on essaie de trouver là ce qui vient d'être élaboré, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça n'est pas ce qui a été élaboré dans la coopérative, la manière dont ça a été fait, dont ça a été adopté, dont ça a été discuté, c'est une autre forme, peut-être pas exactement celle du municipalisme libertaire qui vit sans État, qui vit effectivement, les 3 langues, on a du mal aussi en France à parler une langue, déjà à côté de la nôtre, donc c'est encore plus compliqué, mais voilà, tout ce qui va dans le sens d'une meilleure démocratie, et quelle que soit sa forme, est meilleure, est bonne. Est-ce que c'est reproductible d'un endroit à l'autre?
dans ce que je vous dis, moi, il y a des choses qui peuvent être faites ici, il y a d'autres choses qui peuvent peut-être pas être faites ici. Il y a un truc qui est commun entre nous, c'est qu'on a la mer à côté, et que moi, ma ville, on m'annonce qu'en 2050, elle sera sous la flotte. Non. Moi, il y a un an, quand j'ai porté plainte contre l'État, on me disait que c'était en 2100, d'après le rapport du GIEC, et d'après le dernier rapport du GIEC de septembre dernier, c'est en 2050. Donc dans 30 ans. Dans 30 ans, il y a 400 000 déplacés sur la région. Et là, voilà, l'urgence, elle est là. Parce que comment on fait? Comment on anticipe ça? Moi, je ne crois pas à des digues, à des barrières, à des machins. Vous vous rendez compte que la centrale nucléaire de Bravik, quand même là-haut, parle de mettre un mur de 6 mètres d'eau. Ça veut dire la première centrale éolienne offshore du monde. Mais non, mais jusqu'où on va? Alors qu'elle a démarré en 80 et qu'on peut l'éteindre. D'ici 2030, on peut avoir tiré les 6 réacteurs et puis rendre à la nature la mer qu'on a gagnée, puisque c'est un territoire de polder. Voilà, l'urgence elle est là, et après, dans les formes démocratiques qu'il faut développer pour accompagner ça. Ouais, mais pour moi, il n'y a pas un modèle meilleur que l'autre. Il y a des lacunes dans tous. Donc, ouais. Des formes de moins de la participation citoyenne, c'est quoi? Mais c'est elle doit être là tout le temps. Nous, on a une vieille histoire qui date de 73, la ville. Tous les projets sont vus avec les habitants systématiquement. Et les habitants, ils sont constitués dans les quartiers, en groupe, et on travaille avec les agents de développement, les gens qui travaillent dans les maisons de quartier. Ils regroupent les habitants dès qu'il y a une problématique qui arrive, on va chercher les habitants, et ils travaillent tous ensemble à la solution. Donc ça paraît... c'est quelque chose de naturel de les associer comme ça à la démarche de la ville. Enfin, ça a leur démarche en fait. Après tout, c'est eux qui vivent. Quand nous on sort un projet, un master plan d'un truc, les habitants ils viennent, ils débrouillent les plans et les machins. Ouais, mais là, pour aller dans le commercial, vous faites ce tour-là, mais là on truc à travers, on bouge les bâtiments pour qu'effectivement ils en accès direct. Et parce que c'est des groupes d'experts. Moi j'ai travaillé à l'éco-quartier par exemple dans ma ville. Et pour aller jusqu'au bout de l'éco-quartier, c'est pas un éco-quartier pour se faire plaisir, c'est que je veux atteindre le max dans tous les domaines. L'énergie, la biodiversité, l'eau, la construction durable, etc. Donc j'ai mis des groupes d'experts, du transport, de l'énergie, de la construction, de la biodiversité en place. Et puis j'ai mis un dernier groupe, l'expert habitant. Et l'expert habitant, il a donné son point de vue sur ce qu'on veut. Et il est allé voir aux Pays-Bas, on a payé des bus, ils sont allés visiter aux Pays-Bas des éco-quartiers qui ont été montés par des habitants, et ils sont revenus en disant ce qu'on a vu, ça nous permet de voir un peu plus clair, et donc voilà comment on a mélange les choses. Mais quand vous faites de l'écologie, vous faites ça en permanence, quoi. Et c'est chacun reprend le pouvoir sur sa vie. On la distribue, on l'organise, et chacun reprend le pouvoir sur sa vie. Est-ce que c'est du municipalisme libertaire qui se détache d'un pouvoir supérieur? Moi, vous savez, en France, j'aimerais bien que l'État reprenne certaines prérogatives. Par exemple, la fin de l'artificialisation des sols, des terres. Aujourd'hui, c'est les maires qui décident s'ils font un supermarché, une zone économique à un endroit donné. Mais on est en train de bouffer un département tous les 7 ans. Parce qu'après, le maire, il va faire un petit lotissement dans sa ville en disant ouais, mais moi j'ai besoin pour mon école de mettre des élèves et donc d'avoir la population. Et puis c'est la taxe d'habitation qui rentre, et j'ai besoin de mes finances publiques. Et mon petit commerce, il tient, ouais, les mecs, c'est ma population chez moi qui va dans mon petit village. Donc moi, je ferme des écoles, moi, mes commerces, ils ferment. Donc c'est un truc de fou. Et moi, j'aimerais bien que l'État régule en disant on ne artificialise tout seul. Parce que entre les deux, c'est pas possible. Quand je discute avec mes collègues, quand on fait ensemble les schémas de cohérence territoriaux, il n'y a pas moyen de leur faire entendre le réseau. Et c'est compliqué. Et donc, il y a un moment, il faut que l'État tranche. Je ne suis pas pour que l'État reprenne tout, mais un certain nombre de mesures, ça devrait être de la compétence de l'État, surtout dans l'état d'urgence dans lequel on est aujourd'hui. Surtout dans le cadre de l'état d'urgence. Donc voilà. Ce qui m'embête dans ce que vous dites, c'est que chaque région, chaque ville, chaque commune va faire ses lois nationales, ses lois, donc il n'y aura plus de loi nationale. Non, on n'a pas dit ça. Non, mais ce que je veux dire. Ça marche mieux, est-ce qu'ils croient plus qu'ils peuvent s'en sortir? Est-ce que ça marche? Je veux dire, au niveau du... est-ce que vous arrivez à aider des gamins d'un milieu très populaire à s'en sortir? Enfin, vous avez sûrement des chiffres sur votre commune. Ça donne quoi? Ils y croient plus et du coup ils s'en sortent mieux? Parce que si on est respecté, je pense que l'ascenseur social marche davantage et qu'on peut mieux s'en sortir si on croit en vous. Et j'ai l'impression que dans ce que vous racontez, les gamins, ils doivent se sentir, et puisque leurs parents se sentent respectés dans une vie comme la vôtre, les enfants aussi. Et oui, c'est pas suffisant. Le respect est une chose. Le
respect, il a entraîné un autre phénomène, c'est qu'on est dans une ville apaisée. Alors que quand j'ai été élu, c'était la ville où il y avait le plus de voitures qui cramaient le soir de Nouvel An du département du Nord, où un prof s'est fait agresser avec un coup de marteau à la sortie, où il y a eu une bande d'un quartier de Lille qui est arrivé un jour. Donc c'était un quartier, la plaque tournante, la plus grosse plaque tournante de drogue de la région Nord-Pas-de-Calais. Ça, c'était l'héritage en 2001 quand je suis arrivé. Aujourd'hui, tout ça, ça disparaît. C'est déjà énorme, mais c'est pas la jeunesse. Enfin, la jeunesse en a bénéficié de partie, mais quand je dis qu'il y a 28% de chômage, il y a 40% de chômage chez les jeunes. Parce qu'il y a la formation derrière, parce qu'il y a l'éducation nationale. Moi, si je vais plus loin, c'est parce que le débat du municipal. Il faut revoir l'éducation nationale, il faut en compte. Il faut arrêter d'en faire des petits soldats pour l'industrie ou pour l'économie derrière. Il faut faire des gens qui réfléchissent, qui sachent analyser le monde, qui sachent analyser la société. Il n'y a plus d'éducation populaire, j'en parlais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai créé l'université populaire. Il y a beaucoup moins d'éducation populaire, c'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'il y a beaucoup moins d'éducation populaire qu'il y avait dans le temps. Les mouvements d'éducation populaire, des LJC, des clubs de Lagrange, il reste un certain nombre de mouvements, les Francas, les CBA, les fédérations de centres sociaux, mais ils sont plus présents comme ils étaient présents dans les villes. Moi, je suis un enfant d'éducation populaire, il y avait ça dans ma ville, et j'allais refaire le monde avec des adultes. Aujourd'hui, les jeunes, ils vont faire une activité avec un animateur qui les amène dans la bagatelle, qui les amène dans un machin, qui va faire. On fait de la consommation d'activité. On ne travaille plus la réflexion. Et il faut revoir tout ça, mais il faut revoir aussi tout le système éducatif. Il y a quelqu'un de votre région, Lepage, Franck Lepage, voilà, de la SCOP, je ne sais plus comment, ancienne SCOP, parce qu'elle a disparu depuis, qui a un superbe spectacle sur l'éducation, qui dure 5 heures. Il y a un entracte, il vous dit, ça commence à 21h, quand il vous dit que ça dure 5 heures, alors, vous voyez le temps, et il vous dit qu'il y a un entracte au milieu, vous dites que je vais me barrer en entracte, en fait tout le monde reste. Parce que c'est passionnant, la manière d'imager, non? Mais alors, localement, qu'est-ce que vous avez mis en place, par exemple, pour essayer de contrer justement ce qu'est-ce que peut faire la municipalité? On essaie alors. J'ai entendu tout à l'heure qu'ils vont organiser un référendum pour les 4 jours et demi, ou 4 jours. Moi, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que tous les chronobiologistes me disent qu'il faut 4 jours et demi, surtout chez des enfants qui sont en difficulté sociale. Les parents sont pas là pour les aider le soir parce qu'ils ne savent pas lire. Donc ils ne vont pas les aider à faire leur devoir, et ils disent que 4 jours et demi, c'est mieux pour l'apprentissage. Après, samedi matin, mercredi matin, là, c'est 50-50. Moi, j'ai dit c'est 4 jours et demi. C'est pas négociable. C'est la responsabilité du maire, et je m'occupe de bien les nourrir à l'école, 100% bio, de ne pas avoir de pesticides, d'ondes électromagnétiques aussi, on a contrôlé ça dans toutes les écoles, etc. Donc, de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et si je me flingue parce que je réponds mal à cette question-là, ça n'a pas de sens. Ça vient s'effondrer. Donc on essaie de créer toutes les conditions, et puis ça marche ou ça marche pas. On a un autre dispositif qui existe depuis 1989 sur la ville, c'est le revenu minimum étudiant. On aide des jeunes, parce que c'est beaucoup d'enfants ouvriers, et ils sont nombreux, et c'est une allocation qu'on donne aux jeunes étudiants. Alors s'il est sur le Dunkerquois, on ne donne pas d'allocation parce qu'il vit chez ses parents, machin. S'il est à Lille, je vais dire une bêtise, mais on estime que le mois à Lille, quand on paye soit la résidence universitaire, soit un loyer, plus le resto U, plus les bouquins, plus les machins, les déplacements, c'est 10 balles, 1000 € par mois quand il va à Lille. Si les coursiers, ça y va autant, les parents, ils ont autant de salaire, donc ils peuvent mettre autant, on met le différentiel pour qu'il ait ses 1000 € par mois pour faire ses études à l'année. S'il va à Paris, pas parce qu'il a envie d'aller à Paris, si la fac existe à Lille, on ne lui paye pas son différentiel pour la Paris, mais si il va à Paris, il paye un peu plus cher d'ailleurs. Ça coûte à la ville 140 000 € par an. C'est pas une grosse part de budget, mais ça permet à des enfants ouvriers d'accéder aux études supérieures. Et aujourd'hui, j'en vois plein, parce que 89, ça fait longtemps. Je vois un urologue qui était chef de clinique responsable d'un service au CHR de Lille. C'est un gamin, il m'en parle. Il dit si Ali n'avait pas été là, je n'aurais jamais fait cette carrière-là. Donc ça permet à certains de s'en sortir, mais pas à tous. Pas à tous, parce que la vie, pour le coup, je ne suis pas derrière les familles. On n'est pas là, on ne peut pas remplacer la famille. On peut essayer d'apporter à la famille des outils, dans la parentalité par exemple. Ça existe beaucoup, l'école des parents, pour dire aux parents, si vous avez votre enfant et comme ça, voilà comment on peut le trouver. Mais ça, c'est tellement compliqué. Donc voilà, c'est pas forcément un plus, mais on essaie.
si on diminue la journée scolaire, ce qui n'a pas été fait ici. Donc ça n'a... Bah, ils sont sur 4 jours. Ah bah oui, alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont diminué une journée scolaire dans la semaine. Ah. Vous finissez à 3 heures, super. Donc, ah, oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est comme si... ils ont mis les tables le midi, bien s'énerver avant de retourner en classe. Ouais, non, ça... n'importe Donc nous, on récupère les gosses à 15h45. Pardon? On récupère les enfants à 15h45, tous les jours, la ville. Donc ils ont pour 4 jours et demi par semaine, et tous les après-midi, donc le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, on a les gamins, la journée est rétrécie. Chaque journée est rétrécie. D'accord? Ça va? Voilà, à 15h45. Donc c'est un équilibre sur l'ensemble de la semaine qu'on a mis en place derrière. Après, l'autre problème, c'est que ça marche bien si les enseignants font les apprentissages au bon moment de la journée aussi, suivant les rythmes, enfin les fondamentaux, au bon moment. Mais ça, nous, on n'a pas le maire, non, le maire, il n'a rien à voir. C'est avec l'inscription, ça. Ah oui, mais alors le maire par est contre, responsable des locaux et de l'organisation, mais pas du tout. le maire peut organiser un partenariat, ce qui ne se fait pas, mais ça peut être, j'imagine, nous on demande des formations par exemple avec nos ASEM, ce qui paraît un peu logique. Ouais. Ben non, on nous dit non parce que les ASEM c'est territorial et vous êtes éducation nationale. C'est quand même aberrant. Oui. Voilà. Oui, Par exemple. Oui, mais je pense que ça peut être... sur le contenu pédagogique de la journée, l'enseignant, le maire, Mais là, 15h45 finit leur journée, super. Oui. Ouais. C'est ça qu'il faut faire. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de rapprocher tous les... aux gens, parce que si vous leur dites qu'on propose la journée de 4 jours et demi et qu'ils ont dans la tête la journée de 4 jours et demi qu'on nous a proposée il y a quelques années, alors là, vous remportez pas les fous. Hein. Ah, ça Ni les parents, ni les enseignants. Parce que nous, on avait des enfants crevés. Mais alors, crevés de chez crevés. À 4 jours. Ah bah, à 4 jours et demi, ils finissaient leur journée beaucoup plus tard. Enfin, on n'y gagnait rien. Enfin, il n'y avait aucun intérêt. On avait gardé les mêmes journées d'école, sauf qu'on avait 10 minutes en moins. Après, il y a eu un dysfonctionnement. Cela dit, la journée de 4 jours, elle a duré 4 ans. Enfin, la semaine de 4 jours, elle a duré 4 ans. C'est la période Sarkozy. Avant ça, c'était 4 jours et demi. Ça a toujours été 4 jours et demi. Chez nous, on a toujours été à 4 jours. À 4 jours. Et depuis quand? On n'a pas compris ça avant. Mais c'était l'obligation de 4 jours et demi. Ah, c'est expérimental, d'accord. Mais partout d'ailleurs en France. Et moi j'ai vu les enseignants, parce que les enseignants ils demandent 4 jours. Je ne vais pas rentrer, j'adore les enseignants, ils ont un boulot. Non mais c'est vrai, j'ai beaucoup de respect pour les enseignants, j'ai plein de copains enseignants. Et quand je ne critique pas les enseignants, je critique l'éducation nationale. C'est comme souvent je ne critique pas les journalistes, je critique le système médiatique. Mais il faut faire la part des choses dessus. Donc c'est eux qui avancent. Le fonctionnement, est-ce que les grandes syndicats, je ne sais pas, Grands syndicats veulent y rester pour ces raisons, pour votre action politique, est-ce que c'est un atout? Ben écoutez, l'agglomération d'Incarquoise est l'agglomération de France qui perd le plus d'habitants par an. On perd 1000 habitants par an sur l'agglomération d'Incarquoise. Il y a une ville qui gagne des habitants, c'est la mienne. Et on m'avait dit, parce que j'accueille des migrants, je vous l'ai dit, de toute façon, avec la presse, on fait les gorges chaudes tous les jours. On m'avait dit, t'accueilles des migrants, tu verras, les habitants vont partir, le prix de l'immobilier va s'effondrer. Qu'est-ce qu'on m'avait dit aussi, le troisième truc, le prix de l'immobilier? Aucun. Je monte en termes d'habitants. Et ils font toute la gueule d'ailleurs, parce que. Voilà. Et alors l'immobilier augmente aussi sur ma ville, c'était le troisième, et à chaque fois la réponse n'est pas une réponse. C'est pas une réponse politique, c'est une réponse économique, hein, c'est la loi du marché qui répond. Hein. Voilà, ça marche. Est-ce qu'on peut reprendre une ou deux questions? Bah oui, moi j'ai un train à 8h40. Je vais faire la même chose à des enfants. Ah oui, il y a un entracte. Avis aux amateurs. Bonsoir, donc là, vous avez parlé du Minimum social garanti. C'est pas oui, c'est le projet. Est-ce que vous avez un retour d'expérience, un peu de retour? Non, parce que on a voté au mois de mars, le temps de le mettre en œuvre, les premiers allocataires c'est au mois de mai. J'ai pas eu, moi je suis parti, donc j'ai pas le quotidien dessus. On s'est juste aperçu dans les premières semaines et les 2 premiers mois qu'en fait,
ceux qui étaient venus faire la démarche pour le demander, c'est les personnes avec lesquelles on était en contact, généralement les allocataires du RSA ou des choses comme ça. On avait peu de femmes en situation de pension de conversion et encore moins de gens qui étaient des travailleurs pauvres. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas habitués à vivre dans un CCRS. C'est des gens qui, aller au CCRS, c'est la dignité peut en prendre un coup. Donc ce que j'avais demandé au service avant que je parte, c'est de réfléchir à un autre moyen de le verser. Voilà, donc j'ai pas de solution. Mais venir au CCRS, je sais qu'il y a plein de gens qui vont la tête baissée parce que tout le monde va aller au CCRS. Demander une aide. Or, ils y ont droit. Ils y auraient droit. Concernant la collecte des déchets, est-ce que vous avez mis en place la pesée incitative si oui, comment, sinon, quel est votre avis? Normalement, alors c'est compétence de l'AGO, de l'intercommunalité. Je n'étais pas au déchet et on en parle, mais on l'a pas fait. On est toujours avec un système de 3 poubelles marron, bleu et vert maintenant pour les déchets bio-fermentants. C'est ça? Fermenticides. Quand il y a des déchets, ouais, fermenticides. Et c'est pas bon, il faut qu'on change le système. Le tri est correctement fait, mais c'est parce qu'on était pionniers depuis 1989 aussi. Il y a des poubelles bleues sur la coopération de la Carpa. Je crois que c'était une première intercommunalité de France à se lancer dedans. Mais on est là-dessus, il y a une marge de progrès à faire. Ça nécessite de gros investissements. Et pour l'instant, les élus n'étaient pas chauds pour aller sur la coopération. Mais voilà, c'est peut-être dans le prochain mandat que ça se réglera. Avec tous les problèmes que pose la levée incitative, pareil. Je sais pas, moi j'ai compris. Je ne peux pas être sur tous les champs. J'avais dit que je voulais aller à San Francisco parce qu'il y avait des trucs intéressants. Mais le voyage, c'est pas fait. Bonjour, oui. Est-ce que vous avez fait des programmes de production d'énergie en profitant des toits d'immeubles C'est en cours. C'est parce que je ne l'ai pas fait parce que j'ai voulu créer une société coopérative, SIC, pour permettre aux habitants de s'associer à une collectivité, aux bailleurs sociaux et aux entreprises. Donc on regarde, on a fait un cadastre solaire, donc on sait grosso modo où on peut avoir des toitures, et il faut qu'on se mette tous ensemble pour le faire. La ville aurait pu se lancer toute seule dedans, et je voulais qu'on associe les citoyens, parce qu'il y a plein de citoyens qui sont intéressés de mettre des cellules photovoltaïques sur leur toiture, sauf qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'on leur dit ouais, mais les cellules photovoltaïques, c'est pas de la bonne qualité, c'est chinois, machin truc, et puis c'est plein de papiers à remplir, c'est négocier pour leur achat de l'électricité, tout ça, et il faut qu'on mette à la disposition de ces personnes de guides génériques pour les aider, pour les accompagner. Et donc à travers cette site qu'on peut créer, donc les statuts sont créés maintenant, elle va pouvoir se lancer à l'échelle de la communauté urbaine. Ça permet aux habitants de pouvoir s'équiper en énergie renouvelable. Par contre, je disais ça à une journaliste qui m'a accompagné hier dans le train, elle ne savait pas qu'une ville, par exemple, quand elle achète de l'électricité pour ses équipements, elle fait un marché public, puisque tout ce qui dépasse une certaine somme, vous devez mettre en concurrence et que l'électricité est en concurrence. Et nous, on est à 100% d'électricité renouvelable dans la ville. Donc on achète des certificats de production renouvelable d'un barrage hydroélectrique ou d'éoliennes qui sont injectés sur le réseau. Donc, ce qui arrive, l'électron qui arrive, c'était pas un électron d'énergie renouvelable, donc j'ai acheté la production qui va sur le réseau. Donc 100% d'électricité renouvelable, on est à 75% de gaz renouvelable. Mais l'année prochaine, on fait un réseau de chaleur où on va récupérer la chaleur finale d'ArcelorMittal qui chauffait les oiseaux, là on va récupérer un vapeur d'eau et on va enlever toutes les chaudières de la ville, de tous les équipements de la ville, on va chauffer avec la chaleur de l'usine d'à côté. Et ça va me faire une économie de 250 000 € à partir de l'année prochaine. Et on va affecter d'ailleurs cette somme pour faire le lien sur l'année complète du MSG, puisque je vous ai dit tout à l'heure, l'année complète ça coûtera plus cher. Et là, l'autre source qui va alimenter le fonds l'année prochaine. Et du coup, je vais éteindre toutes les chaufferies, donc tous les contrats de maintenance, et on va éviter d'envoyer 5600 tonnes de CO2 dans l'atmosphère en éteignant nos chaufferies. En utilisant plus de la vapeur d'eau, c'est que de la vapeur d'eau à Arcelor. En fait, quand ils font des bras d'acier, il y a un moment, ils refroidissent son champ au-dessus, ça fait plein de vapeur et ça chauffe les oiseaux. Cela dit, ArcelorMittal nous vend la chaleur, là où ils chauffaient les oiseaux avant, évidemment. On va continuer.
coûté 250 000 €, donc je ne sais pas trop. C'est gentil. Ouais, mais la Cour des comptes me dit déjà que j'ai trop de personnel. Parce que la ville, comme elle avait des moyens financiers, comme toutes les villes hein, qui ont plein de recettes, vous savez comment ça marche, moi j'ai 19 salles de sport, 16 terrains de foot, une salle de spectacle, une médiathèque, une bibliothèque, une galerie d'art, etc. Enfin plein d'équipements, et donc il faut du personnel pour s'occuper de tout ça, pour l'entretenir, pour ouvrir, pour gérer. Et donc on emploie beaucoup de personnes dans la ville, on fait 1100 fiches de paye par mois. C'est énorme. En ratio, il n'y en a pas deux en France qui ont autant de personnel. Mais parce qu'on joue l'amortisseur social. Et si on n'avait pas employé pas ces personnes, ça ferait des chômeurs en plus dans la ville. C'est un choix politique qu'on fait. D'ailleurs, quand la Cour des comptes m'engueule, quand la magistrate de la Cour des comptes vient de faire son rapport avec la politique de son emploi personnel, je dis ça, c'est un jugement politique et vous n'êtes pas là pour faire un jugement politique. Et vraiment, il faut la remettre à la place. Ils sont pas là pour juger est-ce que je respecte bien les codes des marchés, est-ce que les dépenses, machin, etc. Mais après, le choix des dépenses, c'est un choix politique, c'est pas à la Cour des comptes de me dire si je le fais bien ou pas bien. Là, j'avais pas rechargé la marque quand même. Et alors, il y a moins Sartou en France qui le fait en régie, comme ça, qui a du personnel, qui est employé. Moi, ce que je veux montrer aussi, c'est que là où j'avais 2 maraîchers à qui j'ai racheté 9 hectares de terre, on a créé 5 emplois. Et je veux montrer que si on change le modèle agricole en France, on crée 60 000 emplois. Et ce n'est pas des emplois qui dépendent d'une collectivité, si, on dépend parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille de concert avec eux, on a mis en place un conseil local de politique alimentaire, on travaille avec eux, et on est le combien aujourd'hui, 24. Le 24 janvier 2021, je peux leur dire que j'aurai besoin de 50 kg de carottes, 25 laitues, etc., parce que j'ai à peu près la quantité de ce que les enfants ont mangé aujourd'hui, ça sera à peu près la même chose l'année prochaine. Et donc eux, ça les intéresse beaucoup parce que ça veut dire qu'ils mettent en culture au moment où il faut pour avoir la production, puisqu'on a les menus 1 an à l'avance. Et c'est tout bête à créer ce dispositif-là, donc il n'y a pas de raison. Eux, ça les intéressait pas forcément d'être employés municipaux non plus. Ils voulaient avoir une certaine autonomie parce qu'à côté de ça, ils font de la vente aux particuliers qui viennent les voir sur les terrains. Et quand vous êtes employé municipal, vous ne pouvez pas faire de la vente comme ça derrière. Donc c'est un choix qu'on a voulu montrer que ce n'est pas forcément que de l'emploi public. Donc oui, ils vont vivre avec ce qu'on va leur acheter derrière, mais pas tout le temps, parce que les écoles, ça ne fonctionne que 144 jours par an. Et c'est pas suffisant pour faire vivre. Alors il y a l'hôpital, mais au coup, il y a les maisons de retraite, ça coûte 365 jours par an, et c'est pas suffisant en termes de volume pour faire vivre ces maraîchers-là. Donc il faut aussi qu'ils aient à côté du plus grand public et qu'ils aient un plus grand public. C'est un choix qu'on a fait, voilà, différent du Mont-Sartou et d'autres expériences. Après les marchés, je vous dis, on a. Mais également. En fait, c'est une vieille histoire sur la ville. Alors, je n'ai pas dit au départ, j'ai tout dévoilé, mais c'est pas. Mon père avait été maire de 71 à 92. Moi, je suis arrivé en 2001, donc il n'y a pas de succession. Et mon fils, il ne fera jamais ça. Donc, ça va, c'est clair. Et lui, pourquoi, je ne sais pas, comme il n'est plus là, je ne peux pas lui demander, il a fait beaucoup de réserves foncières. Et j'ai la chance d'avoir beaucoup. Mais sauf que là, les 2 terres maraîchères dont je parle, il y avait 2 maraîchers, je viens de les acheter. Il y a un peu plus d'1 an. Ça a été une guerre avec la SAFER. Ils ont préempté, parce que en fait, les maraîchers, je les connais, c'est des vieux maraîchers de la ville qui étaient en retraite, et comme ils adoraient le projet que je portais, ils voulaient me les vendre à moi. Ils ne voulaient pas les vendre à quiconque d'autre. Donc on s'est mis d'accord sur le prix de vente, on a fait estimer par les domaines, on s'est mis d'accord sur le prix de vente. On passe l'acte, et la SAFER a préempté sur la ville. Ce qu'elle peut faire, c'est quand même dingue. J'ai découvert que là, il y avait l'organisme qui pouvait préempter sur une ville, c'est la SAFER. Et on a renégocié avec la SAFER, ça m'a coûté 10% de plus. Donc j'ai indemnisé la SAFER. On a signé une convention sur 20 ans. Et au bout de 20 ans, les terres reviennent complètement à la ville. Et là, entre deux, l'exploitation, en fait, on la regarde ensemble. C'est-à-dire qu'on choisit ensemble les jeunes qui s'implantent. Alors là, le critère, c'est quand même qu'ils soient en bio. Donc ça, la SAFER par contre derrière. Et allez, ils peuvent nous apporter leur expertise pour voir si le projet d'exploitation, le projet de la ferme tient financièrement.
financièrement et sera viable. Donc voilà, on l'a fait en bonne intelligence avec la SAFER, mais ça a été un coup un peu dur de se faire préempter les terres, enfin de l'achat par la SAFER. Voilà, donc j'ai des réserves, et moi mon projet en fait, celui qu'on a commencé à bâtir et j'ai pas eu le temps de terminer, mon projet c'était d'être la ville nourricière, et donc d'être en autonomie alimentaire pour la ville. Et pour 23 000 habitants, les spécialistes me disent qu'il faudrait 180 hectares. On a fait travailler AgroParisTech et des étudiants d'urbanisme de Angers, je crois. Ils ont fait toutes les études, et on a chez nous, je ne sais pas ici si vous l'avez, nous en territoire de Bruyère, on a ce réseau de petits canaux en fait, qui repoussent l'eau à la mer. Un système gravidaire, on ouvre les écluses où l'eau s'en va et on ferme les écluses quand la mer monte. C'est comme ça qu'on a gagné, que les moines ont fait au Moyen-Âge pour gagner les terres. Et en fait, donc on a, alors les canaux chez nous on les appelle les waterlands, c'est différent. Et on a plein de rives donc, sur ces waterlands, et en fait aujourd'hui c'est de la pelouse, c'est des rives, enfin voilà, c'est des berges comme ça qui n'ont rien d'autre que de la pelouse. Et ils nous ont dit, bah, vous pouvez cultiver dessus. Et je trouve qu'en termes d'esthétique, ça serait super que sur toutes les berges, on cultive. Donc là, on pourrait être à 110 hectares en culture. Il faut qu'on en acquérisse. On va être en temps d'arrêter. On acquiert encore 60 hectares pour être en autonomie alimentaire. Alors c'est un concept, hein, mais j'ai vu qu'il y avait un permaculture, un spécialiste de la permaculture dans ça tout à l'heure. Rob Hopkins est venu visiter Montsant il y a 3 ans. Et voilà, je trouve que si demain il y a un choc pétrolier, bah, nous on peut vivre. On sera en autonomie alimentaire. Si on sera sous l'eau. Il y aura peut-être un choc pétrolier avant 2050. On va devoir peut-être arrêter. Juste une dernière Les fautes du français, question. On va faire passer la dernière question. Il y a des Français qui travaillent. Ah, il faut rendre la salle, oui. C'était juste dans le prolongement de ce que vous avez fait, au niveau du plan local d'urbanisme, quelles mesures vous avez prises pour justement préserver, protéger ces terrains agricoles? Alors là, c'est des traçabilités puisqu'il y a une possibilité. Ouais, là, on a fait un plan, alors un PLUIHD, un plan local d'urbanisme intercommunal habitat déplacement. On y a mis aussi les déplacements. Donc, toutes les constructions maintenant se font autour des réseaux de bus. On n'empiète plus sur les terres agricoles. On autorise les constructions bioclimatiques. On a fait le relevé du cadre de la pollution atmosphérique et de la pollution du bruit dans l'environnement. Et donc on interdit les constructions qui sont exposées à la pollution atmosphérique ou à l'exposition au bruit. Et voilà, tout le plus. Donc on a fait une grille de critères très claire qui a été adoptée par tout le monde. Et chaque fois que les maires ont des projets, on regarde si ces projets rentrent dans l'ensemble des critères qu'on a mis derrière. Voilà. Il est extrêmement ambitieux. Je ne dis pas que c'est le meilleur parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller voir à Rennes. Je ne sais pas si vous connaissez mieux que moi le plus de Rennes. Il paraît qu'il est assez remarquable. Le squat est le plus de Rennes. Donc, on le sent toujours en référence partout à travers la France. Mais voilà, nous, pour le Dunkerquois, le plus il est assez extraordinaire. Mais comme le plan Air, Climat, Énergie territoriale, j'ai poussé les derniers très haut. On a même mis les industriels. Le jour où on a fait une grande signature. ArcelorMittal, qui produit 13 millions de tonnes de CO2 par an, ça fait 7 millions de tonnes d'acier. Pour faire une tonne d'acier, il faut grosso modo 2 tonnes de CO2. Donc il émet 13 millions de tonnes de CO2 par an, c'est 2% des émissions nationales à lui tout seul, le site de Dakar. Et il a signé le truc, et le lendemain il a dû effacer ses signatures parce qu'il a eu des instructions dans sa hiérarchie. Et maintenant il revient, parce qu'il a pris de la taxe carbone, et comme ils ont pris le droit à polluer, ils sont en train de se dire, ils sont obligés de faire des investissements pour baisser le carbone. Ça aussi, tiens, allez, je vais donner l'info, je partage. Donc lui, il va changer ses process industriels pour émettre moins de CO2 quand il fabrique de l'acier. Et il va gagner 30% d'émissions de CO2. Sauf que cette semaine, j'ai reçu au Parlement européen un gars qui fait de l'énergie renouvelable, une boîte qui fait de l'énergie renouvelable, Vattenfall, c'est le EDF suédois. Et il y a un test en Suède d'une acierie, pareil, qui va faire de l'acier zéro carbone, en utilisant de l'hydrogène. Zéro carbone. Et ils sont allés donc jusqu'à calculer le coût que ça augmenterait de combien le coût d'un achat d'automobile, 100 €. Uniquement, 100 € uniquement, si vous achetez une voiture, zéro carbone. On peut le faire. Pour la Ferrari.
Parce qu'il y a le plastique. L'hydrogène, c'est le moyen de stocker l'énergie renouvelable. Voilà, la nuit, les éoliennes tournent en mer, elles tournent tout le temps. Et vous faites de l'électrolyse de l'eau, et vous avez de l'hydrogène. Et voilà, et on peut s'en servir pour ça, on s'en sert dans... Il y a des voitures hydrogène qui arrivent aujourd'hui, il y a des bus, il y a des trains hydrogène qui arrivent aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une des solutions pour demain. Et là, on le voit sur l'acier, la production d'acier, cet hydrogène, c'est 0,40. C'est bien la culture d'éducation populaire. C'est bien l'éducation populaire de partager. Merci à tous d'être venus ce soir. Un énorme merci à Damien Carême au nom de la coopérative. En fait, on le remercie pour cette soirée, pour son soutien, puisque c'est le premier signataire de notre comité de soutien qui vient d'être créé, que vous pouvez rejoindre si vous le souhaitez. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rejoindre la coopérative ou juste nous suivre sur Internet. On a un site sur lequel vous pourrez retrouver notamment notre agenda, notre charte des valeurs qu'on peut signer ici via Internet, et puis sur les réseaux sociaux, bien sûr, parce que pareil, ça se fait. Et demain, nous avons une plénière qui se passe dans la salle des mariages de 14h à 18h, dans le grand salon, donc ici même, pardon. Et en fait, les plénières sont ouvertes à tous. La seule chose, c'est que quand on vient pour la première fois, on n'a pas le droit de vote, mais